Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois en compagnie de l'ami Corentin. Hello. Pour vous faire un petit peu le débrief de tout ce qui se passe de croustillant dans le monde de la bande dessinée américaine et de tout ce qui en découle, sauf des bacs à fleurs. Voilà, les adaptations de comics en bacs à fleurs, on ne les traite pas, c'est une volonté éditoriale, mais c'est bien dommage. Je sais bien, je sais que ça te frustre, Jardy Print. Et on espère que ce sera corrigé un jour, mais en attendant, Corentin, on est ravis de se retrouver pour ce premier épisode de l'actualité du mois d'août 2025. Alors vous le savez, le mois d'août en général c'est un peu calme, puisque la San Diego Comic Con est passée, que toute la France est en vacances, ou presque. Corentin, tu étais en vacances d'ailleurs. C'était bien. Tu as un teint redoutable. Tu vas faire fureur dans les rues de Ivry-sur-Seine, pardon. À tous nos potes basques qui parlent basque. Et donc, on en profite quand même à chaque fois, parce que même quand c'est l'été, on a des remerciements à faire. Donc, le premier, comme d'habitude, c'est notre sponsor et partenaire Pulps qui nous sponsorise sur les front pages depuis, ça fait 1 an et demi maintenant, plein. Donc, n'hésitez pas à leur faire coucou quand vous passez en boutique et leur dire je viens parce que j'écoute First Print, ça leur fera plaisir. Et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur leur site internet, puisque quand vous regardez dans la partie précommande VO, en bas à gauche, il y a la sélection du mois. C'est une sélection de titres choisis donc entre Pulps et First Print en partenariat, des comics VO à prix de lancement. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez découvrir des comics qui ont l'air plutôt cool à moindre coût. Et bien entendu, on remercie également notre valeureuse First Print Army. Actuellement les 140 personnes qui nous permettent de voir l'avenir sur le long terme sur notre page Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre leur rang, que ce soit avec un type ponctuel ou un type régulier. Tout est bienvenu pour nous permettre de continuer à vous proposer des podcasts sans temps mort, sans pause jamais, en continu depuis 5 ans maintenant. On va arriver au terme de la 5e année sur First Print, mais après, si on compte nos années sur Comics Blog et sur DC Planet, ça va faire 10 ans qu'on vous propose, je crois, des podcasts d'actualité toutes les semaines, presque, ou en tout cas tous les mois. Et bientôt la First Print Academy. Et la First Print Academy, non, d'abord la First Print Tower. La First Print Tower. Oui. Tower, First Print Tower, First Print Publishing, et après on verra pour la First Print Academy. J'ai fait budgéter, il nous faut 36 millions. Ça va ? Ce qui est plutôt honnête. Je pense que il faudra un peu plus, mais en vrai, c'est plutôt honnête. Écoute, on a 1 200 € sur le Tipeee. Allez. On y est presque. Il n'appartient qu'à vous. Il nous reste plus que 35 millions et quelques à grimper. Donc voilà, on va vous commencer la partie comics, bien entendu, de cette actualité. Le premier gros point plutôt important pour celles et ceux que l'actualité de la bande dessinée en France intéresse, c'est Angoulême. Angoulême 2026, l'appel au boycott est maintenu. On vous en avait parlé, il me semble, dans le dernier front page, puisqu'il y avait eu un communiqué de la part des financeurs publics qui expliquait que vu que le festival d'Angoulême est financé à 43% par des fonds publics, ils avaient tout intérêt, en tout cas ils avaient volonté à vouloir que l'organisation, que le processus d'appel à projet pour potentiellement un nouvel organisateur pour les éditions du FIBD post 2027 se fasse avec transparence, avec aussi le recrutement d'une personnalité en plus dans le jury qui sera chargé de définir tout ça. Et dans leur communiqué, ils disaient que vu qu'ils répondaient aux demandes qui avaient été formulées en printemps 2025 par 400 auteurs et autrices, mais aussi surtout par le syndicat des travailleurs et travailleuses, artistes, auteurs et autrices STAA, CNTSO et le collectif MeToo BD. Ils avaient dit, donc voilà, puisqu'on a répondu à cette exigence principale qui était on veut une ouverture, un appel à projet pour que 9e Art Plus puisse être challengé en fait dans l'organisation future du festival, eh bien il concluait en disant que les représentants des différentes organisations syndicales nationales représentant l'édition, les autrices et les auteurs ont confirmé leur participation pour l'édition 2026. Sauf que, twist, en fait, les gens qui ont lancé la pétition en avril 2025 n'ont pas été conviés à ces discussions et en fait n'ont pas été contactés pour pouvoir dire que oui, en tant que représentants des auteurs et autrices, ils allaient participer à l'édition 2026 du FIBD. Donc, ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, tu sens vraiment dans cette histoire la lutte des différentes forces
qui sont sur ce terrain-là, puisque quand le communiqué des financeurs publics est sorti, le lendemain, il y a 9e Art Plus qui ont fait eux-mêmes un communiqué pour rappeler que oui, 9e Art Plus, ça fait quand même 20 ans qu'on organise le festival et que c'est bien. Faut savoir qu'il n'y a pas que Franck Bondou, donc qui est le directeur, le délégué général de l'organisation du FIBD, donc le président de 9e Art Plus. Donc il n'y a pas que Franck Bondou dans 9e Art Plus, il y a plein d'autres personnes, et que en plus, l'appel à projet, ça nous empêche pas d'y participer parce que bien sûr, on est légitime puisqu'on a organisé le festival pendant 20 ans, ce que personne ne conteste en l'occurrence. Donc voilà, ils étaient tout de suite là pour rappeler que non, on est là et on a bien l'intention d'être là. Et à la suite de ce même communiqué des financeurs publics, t'avais les représentants du STA ou de MeToo BD, d'autres collectifs qui disent aussi, mais attendez, c'est un peu de l'esbrouf, le fait de dire juste Franck Bondou va s'en aller à fin 2027, puisque premièrement il est actionnaire principal de 9e Art Plus. Donc si c'est 9e Art Plus qui récupérait de nouveau l'organisation, même s'il sera plus en poste, tu pourrais très bien supposer qu'il serait là pour manœuvrer indirectement. En l'occurrence, il y a sa fille qui travaille avec lui aussi, la fille Bondou qui travaille avec lui. Donc, si c'est elle qui reprend l'organisation pour 9e Art Plus, tu vois très bien en fait le fait que ça ne changerait rien à ce qui se passerait. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait un long communiqué que je vous invite, alors qu'on s'est permis de copier-coller sur comicsblog.fr. Puisque on part du principe qu'en étant signature de la pétition de ce printemps qui appelait justement à ce boycott, on relaye au moins leur communication, on ne les reprend pas à notre compte, mais on se permet de les relayer en tant que tel, et qui demande donc en fait à maintenir la pression, notamment auprès des auteurs et autrices, puisque effectivement, même si les éditeurs veulent tous venir parce que ils ont un intérêt économique à venir représenter l'ensemble du marché du livre, en fait c'est les auteurs qui dédicacent. C'est les auteurs qui sont présents dans les conférences et les rencontres. C'est les auteurs aussi qui fournissent je sais pas s'ils les fournissent eux-mêmes. En tout cas, c'est les auteurs qui font qu'il y a des expositions. Et donc, les syndicats disent, en fait, même si vous venez, est-ce que vous serez prêt à soit faire la grève de la dédicace ou à participer à des actions collectives. Donc, il se passe encore des choses, clairement, puisque visiblement, l'une des demandes principales, en fait, c'est surtout qu'il y ait vraiment une inclusion des auteurs et autrices dans le futur du Festival d'Angoulême. Et visiblement, ce n'est pas encore complètement le cas. Donc, c'est encore une affaire à suivre. Alors, Corentin, tu étais en vacances pendant que ces choses-là sont tombées. Je sais pas si t'as suivi un petit peu ou si tu as un commentaire à faire là-dessus. Il y a beaucoup de poussière. Je pense qu'on avait fait un point assez général déjà la dernière fois. De ce que je comprends, ça n'a pas tellement évolué. En tout cas, il n'y a pas de décision officielle qui a été prise dans l'immédiat. Donc, à mon sens, il faut encore attendre de voir ce qui va se passer. Mais la problématique, elle reste la même. C'est la direction générale du festival qu'il faut amender et effectivement faire tomber un peu cette structure pyramidale qui pose problème parce que l'opacité des comptes de campagne, parce que l'offre culturelle, les choix qui sont faits sur l'offre culturelle sur place, la présence des stands, la présence le nombre de stands, le nombre d'exposants, les expositions qui sont menées, etc. Et la gestion du personnel, tout ça n'est pas lié que à Franck Bondou. C'est lié à une philosophie générale qui est incarnée et personnifiée par ce monsieur, mais qui est validée, sanctionnée par et la région, et la ville, et le festival, et l'organisation en général des différents membres du collectif qui participent de Angoulême. Donc moi, tant que ça n'a pas été résolu, comme je l'avais dit, c'est pas en faisant sauter Franck Bondou, même juste symboliquement, qu'on va résoudre ces problèmes-là. Surtout que comme je te le disais, le faire sauter symboliquement, en fait, c'est même pas symbolique, puisque t'as quelque part, il reste, c'est comme le même des Simpsons, où t'as Joe je crois que c'était Joe, le tenant du bar, qui vire Homer Simpson, qui vire Barney et qui revient par derrière. Oui, mais c'est un peu ça, en fait. Et c'est un truc très français, sans vouloir faire une généralité, mais l'idée que justement on va offrir une victime à sacrifier à la foule en colère, et qu'après on va pouvoir continuer à faire comme si de rien n'était, ne rien changer à notre action. C'est un truc qu'on voit tout le temps et à différents niveaux. Et là, je pense qu'ils ont essayé justement de botter en touche. Ça fait un peu épouvantail, quoi. Oui, voilà, exactement. C'est passé comme, tu vois, parallèle idiot, mais Michel Barnier, quand il est parti, on a remis exactement certains des ministres qui étaient là dans son gouvernement, et on n'a rien changé la politique qui avait été conduite auparavant. Là, c'est pareil, t'as un peu l'impression que c'est effectivement infusible. C'est grosso modo, ok, Bondou, vous ne l'aimez pas, on va juste lui retirer officiellement son poste. Officieusement, il va continuer à faire ce qu'il faisait jusqu'à présent. Et surtout, toutes les problématiques que vous avez évoquées,
on s'en bat les steaks. Nous, on sait qu'on va dans la bonne direction. On sait qu'on veut les partenariats avec Quick. On sait que si une nana se fait violer, on va pas réagir plus que ça. Et on sait que grosso modo, c'est nous qui commandons. Et vous, vous avez juste à faire ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire ramener les auteurs, ramener les exposants, ramener les expos même. Et puis voilà, regardez, on va dans la bonne direction. La preuve, le nombre d'entrées est en hausse. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment un dialogue de sourds, mais c'est pas spécifique à Angoulême. C'est juste une compréhension qu'on a en France de comment on organise les événements culturels. Angoulême, c'est la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un art collectif. En plus, c'est un art qui est plus petit et qui intéresse moins les grands médias. Donc, c'est à nous de nous auto-organiser pour faire en sorte d'aller dans la bonne direction. Le fait que le boycott soit maintenu, à mon sens, c'est une très bonne chose. Ça prouve justement que non, contrairement au cinéma, contrairement aux galeries d'art et compagnie, tu peux pas faire ce que tu veux en considérant que à la fin, ça va être l'organisateur qui gagne parce qu'il a le soutien des pouvoirs publics. En l'occurrence, là, c'est la petite économie, tu vois, quelque part. C'est-à-dire qu'un éditeur peut-être peut se passer d'aller à Angoulême. Le festival ne peut pas se passer qu'un éditeur ne vienne pas à Angoulême. Donc, moi, je vais attendre de voir, mais je trouve ça assez rassurant, justement, que le milieu ne courbe pas les chines et ne se laisse pas avoir par une tactique qui, à mon sens, encore une fois, reste celle d'un agneau sacrifié, alors qu'en fait, au final, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Ouais, après ça, de toute façon, ce qui va dépendre aussi, c'est qui seront les participants de l'appel à projet, puisque bien évidemment 9e Art Plus va renouveler sa candidature. Je vois pas pourquoi il ne le ferait pas, d'autant plus que justement ce qui avait amené à cet appel à l'exigence de cet appel à projet, c'est qu'on avait appris que Delphine Groux, donc qui est la présidente de l'association du FIBD, avait un projet de monter visiblement une sorte de société avec 9e Art Plus, en gros pour installer à demeure voilà, c'est ça, pour que 9e Art Plus en fait soit juste l'organisation du FIBD. Et ça déjà justement, ce que tu dis est assez choquant, c'est-à-dire que l'appel à projet lui-même, il a l'air déjà un peu factice. En tout cas, l'idée sont un peu pipées parce que 9e Art Plus sait organiser le FIBD, ils l'ont déjà fait pendant 15 à 20 ans. Et en même temps, si les pouvoirs publics qui décident d'octroyer l'organisation à telle organisation sont partie prenante de la façon dont 9e Art Plus a géré les choses jusqu'ici, il n'y a pas de raison que ça bouge. Je sais pas s'ils sont tant partie prenante qu'ils ont donné des sous et qu'après, justement, ce qui était un peu reproché, c'est qu'on sait pas forcément comment 9e Art Plus les utilisait. C'est notamment ce qui se transparaissait dans les rapports de l'Humanité ou du Monde, en fait, où justement les collectivités disaient le budget il est là, mais t'avais des rapports de la Cour des comptes qui faisaient état d'un certain manque de transparence et de dire mais en fait on sait pas forcément où tous les sous sont partis. Donc c'est-à-dire que les pouvoirs publics justement ne sont pas forcément partie prenante parce qu'en fait ils donnent les sous et après ils ont pas le nez dedans en permanence. Après il faut pas confondre les comptes internes de 9e Art Plus et du festival du coup mécaniquement et les retombées économiques positives sur la région, parce que Delphine Roux, son intérêt c'est que le festival ramène de l'attractivité régionale, du tourisme, de la consommation qui retombe dans l'économie. De fait, elle veut juste le festival des films, pour le coup, je pense. Vu que c'est que l'assaut du FIBD, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à ce que tout le monde vienne en Charente, quoi. Mais au niveau de la région, de fait, c'est à ça que servent les festivals, tu vois. Oui, non, mais il faut que les gens viennent, mais le dernier week-end de janvier, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que grosso modo, leur envie à eux, c'est simplement qu'il y ait du consommateur qui vienne investir dans l'économie locale. Derrière, le fonctionnement interne du festival, c'est quelque part effectivement juste l'affaire de 9e Art Plus. Et dans l'article que tu citais de l'Humanité, je crois que c'était. Ouais. Où ils disaient qu'ils avaient perdu de l'argent sur je ne sais plus quelle année d'exploitation, mais qu'ils avaient, t'inquiète pas bébé, on a un fonds de roulement qui nous permet de récupérer le truc. Donc t'as envie de dire, mais ça justement, ce serait pas à vous tout seul, compte tenu de ce que ça représente en termes de poids pour l'industrie de la BD française, mais pas que, de juste décider de ce qui est possible de perdre ou de gagner chaque année, justement. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de transparence, que les éditeurs eux-mêmes soient mis au courant, parce que eux-mêmes ils engagent des fonds. Ah oui, ça leur coûte cher. Pour se déplacer, à Angoulême, pour inviter les artistes. Ils peuvent pas se permettre de, entre guillemets, reposer sur un système qui refuse d'afficher, grosso modo, où en est l'économie du festival, qu'est-ce qui va être fait, etc. C'est risqué pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, je vois pas exactement à quoi ils jouent, parce que c'est un festival qui est, entre guillemets, public, tu vois. C'est plus compliqué que ça. À 43%. Voilà, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ton argent, mon argent. Enfin, tu vois, bref.
C'est un très gros dossier, hein, évidemment. On fait quelques monologues sur le sujet, mais... Oui, on peut pas débriefer tout ça en 5 minutes, parce que c'est assez complexe en tant que tel. Je pense que ça va dans des sphères politiques qui sont largement au-delà du seul cadre, en fait, de la bande dessinée en tant que telle, quoi. Là, ça va dans des bails de très haut niveau. Mais juste pour dire aussi que le fameux appel à projet qui avait été également décrié, puisque, en fait, le communiqué était tombé, je crois que c'était le 12 juillet 2025, en disant, voilà, vous avez 2 mois parce qu'on arrête mi-septembre les candidatures, sachant que quand tu lances un appel à candidature, alors que tout le monde est parti en vacances et que juillet, août, c'est quand même les 2 mois où c'est compliqué de travailler parce que les gens prennent leur congé en général, quoi. Il y avait déjà une première grogne là-dessus, donc ils ont accepté de rallonger d'1 mois, donc d'étendre jusqu'à octobre. C'est-à-dire que normalement on devrait connaître les noms des candidats, je crois, doivent être connus à cet automne, je crois que c'est en novembre. Et il y avait cette clause aussi qui était assez lunaire de dire que Delphine Gros, justement, la présidente de l'association du FIBD, se réservait le droit de refuser des candidatures qui seraient jugées non sérieuses de façon arbitraire, en fait. C'est-à-dire que c'est elle qui décide de qui serait sérieux ou pas. Et là tu dis, attendez, là t'as une sorte de filtre un peu ultra biaisé, en fait, puisque c'est dire si c'est la déduction logique que tout le monde fait, c'est en fait du coup il y a juste 9e art plus qui va être jugé sérieux et tous les autres peuvent être calés sur un critère qui sera juste ta gueule me revient pas, en fait. C'est pour ça que c'est encore source de tension. Après tu vas voir que Pierre-Édouard Sterrin va être jugé sérieux pour financer le festival alors si on pouvait éviter effectivement d'avoir encore je le dis vraiment du Sterrin là-dedans, je le dis sans ironie, parce que justement le mec essaie de placer ses billes sur les festivals d'action culturelle dans les régions, dans le côté mécénat pour ensuite avoir une directive éditoriale. C'est aussi à ça que sert le fait de ne pas avoir des comptes de campagne, des comptes d'organisation non opaques. C'est qu'on peut au moins savoir justement avec qui les mecs entendent collaborer. Et moi, je ne fais plus du tout confiance aux régions justement pour ce genre de sujet. Regardez ce qui se passe dans le Loire-Atlantique, par exemple, c'est assez terrible. À mon sens, justement, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser avant que, encore une fois, comme d'habitude, on nous impose ces putains de décisions, alors que la BD particulièrement, peut-être plus que le cinéma, parce que le cinéma, il y a 4-5 grandes maisons qui financent le cinéma en France. C'est vraiment un art collectif. Donc voilà, c'est vraiment ne lâchez rien, encore une fois. Si vous êtes lecteur et lectrice et que ce sujet vous préoccupe, n'hésitez pas à vous exprimer sur la question sur les réseaux sociaux, parce que là, c'est de professionnel à professionnel, mais il faut aussi que le public, qui reste le levier que peut activer l'univers plus en disant regardez, nous, ce qu'on fait, ça ramène les gens. Si le public ne dit rien, ils auront toujours gain de cause, entre guillemets. Et d'ailleurs, en parlant de public, on fera un vrai communiqué, un communiqué, c'est un grand mot, mais on en reparlera plus. Un manifesto. Quand tout sera au point. Mais sachez que si vous lisez Comics Blog, vous pouvez poster des commentaires de nouveau sur le site. C'est ouf. Voilà. Ça fait 3 ans que c'était mort et c'est revenu. Suffit de. Alors, je crois que vraiment notre BDD, je pense que le mieux à faire, c'est de recréer un compte plutôt que d'essayer de récupérer un ancien compte si vous en aviez un. Recréez-vous un compte et vous pouvez maintenant commenter tous les articles de nouveau. Et je suis juste en train de bosser, de demander aux devs de juste mettre un truc très simple, c'est simplement avoir un petit pictogramme dès qu'il y a des commentaires laissés pour qu'on puisse avoir le suivi et voir où est-ce que les gens réagissent. Forcément, là, c'est revenu, et vu que je n'ai pas parlé, ça continue à être mort, mais voilà, sachez que vous pouvez le faire et moi, j'aurai grand plaisir à pouvoir échanger avec vous et répondre directement sur le site. Mes propres articles. En attendant qu'on quitte les réseaux sociaux un jour ou l'autre. Corentin, je te laisse la parole du coup pour du côté de la partie VO des comics, puisque Wes Craig nous parle de drogue avec un super hippie pour un projet qui est en financement participatif qui s'appelle Thunderhead. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots de ce bon Wes Craig qui continue de multiplier les projets en indé avec Kaya d'un côté. Et justement, si vous vous rappelez, dans l'interview qu'on avait eu de lui sur First Print, il disait qu'il avait un autre projet à venir. Alors, parce qu'il a des trucs à faire en mainstream, il avait un autre projet en indé qu'il allait juste écrire. Et donc, c'est celui-là. C'est Thunderhead. Oui, tout à fait. Alors, Thunderhead, c'est un projet qui s'appuie sur la fameuse théorie de la drogue qui donne des super pouvoirs, qui est un truc qu'on a beaucoup croisé dans le monde des comics. Qui alimente l'origine story d'un personnage comme Hourman, par exemple, qui a inspiré le comics de Rick Kripke, Jacked aussi. Non, c'est pas Amped, toujours. Hein, t'allais dire c'est Amped, mais c'est toujours Jacked. Ça a toujours été Amped au début, et puis c'est devenu Jacked après. Ou même, voilà, tous les comics un peu parodiques. En fait, c'est plus dans la catégorie des comics parodiques, comme Marijuana Man, par exemple, la comics de Joe Casey et Jim Mahfood,
ou le Stone Master de Aubrey Sitterson, évidemment, entre autres. Il y a plein de comics qui prennent le sujet de la drogue pour en faire une allégorie un peu rigolote. Et Joe Casey avait fait ça d'ailleurs avec The Bounce, où c'était un Spider-Man sous bœuf, vraiment qui fumait bang sur bang et tout. Donc voilà, c'est pas tout à fait nouveau. En l'occurrence, c'est pour imaginer ce qui serait passé si, alors a priori, hein, les expériences du projet MK Ultra 2, enfin MK Ultra et MK Ultra 2 de la CIA, pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit, alors c'est un peu compliqué à résumer. Dans les années 70 et 80, grosso modo, la CIA s'est posé la question de est-ce qu'on pourrait pas utiliser les drogues de synthèse, les drogues psychoactives pour torturer des gens et obtenir des aveux. Et du coup, ils ont testé un petit peu jusqu'où on pouvait aller avec l'esprit humain, avec la privation de sommeil, avec l'écoute de musique intense, la privation de nourriture, et effectivement l'administration de drogues extrêmement actives pour le cerveau, notamment le LSD. Voilà, la CIA donc a torturé des gens totalement illégalement. Hein. Le programme MK Ultra n'était pas validé par le gouvernement, c'est juste la CIA qui a fait ce que fait la CIA d'habitude, comme quand elle fait tomber des gouvernements, qu'elle finance le trafic de drogue. Encore une bonne dose d'anti-américanisme de la part de Corentin, voilà. Dites-moi. C'est encore une fois factuel et historique, je n'ai rien inventé. Et en l'occurrence, Wes Craig le sait très bien, puisque c'est là-dessus qu'il se base, en imaginant justement que la CIA aurait pris des hippies, et un hippie en particulier, pour lui administrer un peu à la Akira des drogues qui n'auraient pas dû être administrées, ce faisant éveillant des pouvoirs de super-héros chez lui. Et le personnage en question devient le Thunderhead, qui est effectivement un hippie, avec les pouvoirs de Shazam. Et il compare beaucoup ça à Shazam dans le sens où Shazam, c'est un être humain qui se transforme en super-héros et qui adopte une mentalité différente. Là, c'est pareil, notre super hippie, quand il prend un buvard d'acide, il devient le Thunderhead. C'est un super-héros, mais en même temps, il est complètement sous LSD. Donc c'est compliqué pour lui d'être totalement efficient dans son action de super-héros. Donc on est sur une vraie grosse parodie avec l'équipe Kevin Castagnero au dessin. C'est pas Craig qui dessine, c'est un peu la mauvaise nouvelle du projet. Ce sera financé c'est actuellement en financement sur Kickstarter. Ça ressemble aussi un peu quelque part, parce que le LSD n'est pas non plus un thème inédit en comics. Il y avait évidemment Promethea de Alan Moore qui s'intéressait beaucoup à la prise de LSD et au voyage spirituel en général, et au tarot, à la cabale. Enfin, c'était un truc qui brassait plus large que ça et c'était surtout très sérieux. Et là, c'est financé par la maison d'édition, j'allais dire. Pas vraiment une maison d'édition, c'est un atelier d'artistes, Lethal Comics, dans lequel, effectivement, Wes Craig travaille. Il est pas tout seul, d'ailleurs, je crois qu'ils sont quelques-uns d'artistes canadiens de talent qui sont dans cette espèce de petit collectif. Il y a Kieron Gillen. C'est à lui que je pensais, évidemment. Et donc, c'est pas ils avaient déjà fait un autre petit projet par le passé via Kickstarter. Mais donc là, voilà, on est sur un vrai petit truc caprice, une comédie absurde, où Craig ne fait que écrire et pas dessiner. Ça a l'air quand même assez sympa, assez rigolo. Ça a reçu des petits verbatims enthousiastes. Et voilà. C'est un petit projet. Alors, je sais pas trop quoi en attendre. Moi, j'avoue que généralement, ces petits trucs-là avec la drogue et les super-héros, ça fait des comédies qui sont sympatoches. C'est rarement des comics que tu retiens dans 10-15 ans. C'est juste quand tu regarde Jack, on en parle encore alors que c'était il y a 10 ans. Ouais, mais Jack, on en parle encore parce que c'est Eric Kripke et qu'il a fait The Boys ensuite et que c'est cool. Mais et que c'était même a posteriori, en fait, c'était annonciateur, en fait. Parce qu'à l'époque, quand il l'avait annoncé, on se disait, ah, mais c'est mec de Supernatural, pourquoi il se fait... Et après, on a dit, mais en fait, c'était vachement bien, du coup, Jack, c'était comme comics et tout ça. On s'était même dit, on dirait un peu du Garcenis. Ouais. Tu vois. Ouais, non, je me rappelle très bien, ouais. Mais ouais, en l'occurrence, Wes Craig, moi, j'avoue, je préfère le dessinateur au scénariste. Et c'est le problème que j'ai avec Kaya, justement, c'est que je trouve pas ça incroyable. T'es ouf, mec, je comprends pas pourquoi tu passes à côté de ce truc. Parce que la vie est ainsi faite. Ouais, mais ça m'attriste. Je sais, mais sois fort. Mais ouais. C'est Jonah en mieux. Ça va bien se passer. C'est Jonah en réussi. C'est Jonah en moins bien. Ah non, c'est Jonah en mieux. C'est Jonah en prétentieux. T'es ouf. Tiens, tu me lances là-dessus. Mais donc, du coup, ouais, après, voilà, Wes Craig, ça reste quand même un grand nom de l'industrie. C'est un petit truc, effectivement, qu'on retrouvera avec plaisir dans 10 ans quand on googlera, ou quand on chat GPTisera, dis-moi 10 comics qui parlent de drogue. Et voilà, ça a l'air de pas aller beaucoup plus loin que ça. Néanmoins, c'est en financement, ça a l'air sympathique. Si vous aimez les comédies rigolotes et les stoner movies et les super-héros. Faut voir s'il le ship en dehors des États-Unis, par contre. Livre. S'il le livre. S'il le livre, s'il le distribue. Voilà, s'il le distribue. Trop d'anglicisme. Parce que l'artbook de Daniel Warren Johnson, j'en avais parlé la dernière fois, il le distribue pas en dehors des États-Unis et ça. Ah, il est pas shippé, outside domestique. No, it's not. It's very frustrating. Dang. Allez, à la nouvelle incroyable, Corentin, et je pense qu'il a attendu que tu partes en vacances pour faire son retour. Robert Crumb, qui déjà, alors c'est vrai que bon,
On peut déjà se poser des questions sur est-ce qu'il était encore en vie ou pas, si tu tiens pas forcément au courant, mais c'est voilà, enfin. Il a que 81 ans, hein, ça va. Oui, je te rappelle qu'on a le suivi régulier d'auteurs de BD qui crèvent avant les 60 ans, hein, quand même. C'est vrai. Donc bon. Voilà, et c'est mais tellement lui, il a ancré. Plus de pognon que beaucoup d'auteurs de BD. Oui, certaines, oui, mais il n'empêche que 80 piges, c'est quand même c'est quand même vieux, mine de rien, et que, c'est quand on parle c'était un mec qui a fait le pionnier des comics underground des années 60, tu t'attends pas forcément à ce qu'il soit toujours en vie, puisque, ça commence à remonter. Mais effectivement, donc déjà, et non seulement il est en vie, mais en plus, toujours au taquet pour dessiner des comics, puisqu'il sort un nouvel album cette année, qui s'appelle Tales of Paranoia. Ça sortira chez Fantagraphics. Et donc c'est un recueil d'une douzaine d'histoires qui parlent de lui, entre autres, de parano, littéralement, de conspirationnisme, de théorie du complot, visiblement très inspiré du Covid-19, des histoires souvenez-vous, les histoires de vaccins, de puces 5G, de toutes ces conneries là, mais aussi quelque chose qui a l'air d'être assez autobiographique en parlant de son propre rapport à la paranoïa et comment ça venait visiblement de sa famille. Et il y aura également, alors bon, après moi je suis pas spécialiste du tout, mais un dernier épisode d'une série qui s'appelait Dirty Laundry, qui était écrite par sa femme, Aline Comiskeen Crumb, qui est morte il y a 3 ans, et donc il terminera à titre posthume cette série que sa femme publiait. Corentin, est-ce que c'est quand même pas ouf de voir Crumb sortir? Donc ça faisait 20 ans qu'il avait pas sorti quoi que ce soit. La dernière fois c'était en 2002, c'est ça. Et donc 23 ans après, il sort avec un album complet qui arrivera donc en novembre 2025, je crois, chez Fantagraphics. À n'en pas douter, je pense que des Cornelius ou Vincent Bernier qui gèrent la collection Outsider chez Delcourt seront intéressés pour en proposer une VF assez rapidement. Très clairement, c'est leur territoire à eux. Après, je ne sais pas ce que j'attends encore moi de Robert Crumb dans le présent. Contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas un énorme fan de l'œuvre de Robert Crumb. C'est un pionnier. Non, mais c'est quand même vachement plus spécialiste du comics underground que moi. Oui, mais ça veut pas dire que j'apprécie forcément le truc. C'est-à-dire que Robert Crumb, c'est le créateur de Zap Comics, pour ceux qui ne voient pas, qui est souvent considéré à tort comme le premier comics indépendant de l'histoire des États-Unis. C'est le premier mouvement underground, quoi, on va dire. Mais c'est pas le premier. Pas vraiment underground non plus. C'est plus alternatif. Je pense que le mot que eux revendiqueraient serait plutôt le comics alternatif, le comics de contre-culture, le comics de satire, etc. Parce qu'en vrai, sinon on peut remonter à Harvey Kurtzman, à Bill Gaines, à EC Comics, comme des vrais mouvements contre-culturels. Mais ce que eux avaient de particulier, c'est qu'ils sont arrivés dans le bon wagon, au sens où c'était la Beat Generation, en fait, la génération hippie aussi. C'est surtout que eux, ils les autopubliaient parce que Bill Gaines et tout ça, c'était quand même des vraies structures éditoriales. Bien sûr. Mais surtout, c'est qu'ils sont apparus après le Comics Code Authority et que eux s'en battaient les couilles de recevoir le label, et c'est pour ça qu'ils ont après été ils ont été distribués différemment du marché traditionnel, et c'est là qu'effectivement est né ce qu'on appelait le marché indépendant avant que Image Comics et compagnie. Vraiment, je parle de marché indépendant au sens où t'avais des petits libraires qui vendaient des traités de contre-culture, des textes communistes, des manuels des vinyles de Jim Morrison et des BD de Robert Crumb et sa pote, les Harvey Pekar et compagnie, tu vois. Donc effectivement, c'est de la BD qui était super importante pour cette génération-là. Ça a créé un style graphique dont on peut même retrouver les traces aujourd'hui. Je veux dire, même comment s'appelait-il Ed Piskor est un héritier direct ou indirect de Pekar et Crumb. Je crois même qu'il a travaillé avec Pekar. Et même je parlais de Jim Mahfoud juste avant. Voilà, il y a aussi des lignages qu'on peut trouver. Par contre, effectivement, c'est une œuvre qui a beaucoup moins bien vieilli que les autres parce que il y avait une prédominance de la violence contre les femmes, de caricatures racistes, malgré tout ce qu'on veut dire, c'était politique, mais c'était politique au sens on va prendre du LSD, on va partouzer. C'était les années 60 en même temps, tu me diras, plus qu'au sens de Malcolm X il a raison, tu vois. Donc il y a de très bonnes choses dans l'œuvre de Crumb. Je suis pas en train de faire une sorte de mon Dieu c'était un violeur et compagnie, pas du tout. Il y a vraiment de très grands chefs-d'œuvre. Fritz the Cat par exemple, c'est une super BD. L'anthologie Weirdo qui était absolument géniale. Et puis ses prises de position et ses propos homophobes et sexistes avaient déjà été vivement critiqués même à l'époque par ses contemporains et contemporaines comme Trina Robbins notamment. Exactement. Donc de fait, voilà, moi c'est pas un mec grosso modo que je considère comme aussi important, enfin je veux dire aussi précieux dans mon historique personnel
que d'autres grands noms de la BD indépendante. Tu vois, j'aurais plutôt envie de citer les frères Hernandez à choisir, tu vois, de Love and Rockets et tout, qui sont pareil, des héritiers, direct ou indirect de Crumb. C'est Crumb qui a dit, maintenant on peut parler de sexe, on peut parler de drogue, on peut parler de gens qui vont à des concerts de punk rock et compagnie, c'est grâce à lui tout ça. Derrière, il a enfanté des gens, à mon sens, plus intéressants. Néanmoins, ce que j'ai envie de retenir, c'est plutôt le style graphique. Pour un mec de 81 ans, il tient quand même encore bien sa bille, au niveau de, il touche encore bien sa bille plutôt, au niveau des planches. Le fait est qu'on on est revenu à une époque, c'est un truc qui revient souvent, compte tenu de ce qu'on vit tous collectivement en ce moment, à tous les niveaux. J'ai même pas envie de citer des exemples tellement tellement il y en a trop. Mais on est dans un monde où en fait la parodie, la satire n'est plus possible, parce que la réalité va plus vite que l'humour. Là voilà. Ceci pas dit, d'exemple précis. Regardez-vous, mais tu regardes ça, t'as repris South Park là? Non. Faut que tu regardes. C'est ouf. C'est vraiment ouf comment c'est à la fois drôle parce que ça reste toujours très caricatural, très satirique, et en même temps on est à un pouce de la réalité quand même, quoi, tu vois. Donc je trouve ça assez taré, quoi. Ouais, la façon réalité elle est là. Je verrai, tu vois, actuellement il y a, je prends juste un exemple pour que vous voyez la South Parkisation du monde. Là, actuellement, il y a des épidémies de flotte dans le sud des États-Unis, comme partout, parce qu'on pollue et que... Des épidémies d'eau potable. Il y a plus d'épidémies, des pénuries. Des pénuries. Parce que j'ai dit, waouh, on est attaqué par de l'eau. Il y a de l'eau partout, elle est dangereuse. C'est des inondations, ça. Non, il y a des pénuries d'eau dans le sud des États-Unis, et en fait, t'as les mecs qui disent, ouais, mais si on prie assez fort, l'eau va revenir, c'est sûr et certain, il faut qu'on aille en Dieu plutôt qu'en scientifiques qui nous disent quoi faire. Et là, tu vois, quand t'arrives à ce stade-là d'apocalypse, tu te dis, mais peut-être qu'effectivement, c'est bon, on n'a plus besoin des satiristes parce qu'en fait, ça y est, eux, ils ont essayé de nous prévenir, quelque part. Ils ont essayé de nous dire, regardez, c'est ridicule, il y a des problèmes dans le monde, exagérons-les, comme ça, on pourra quand même définir une limite. Et au final, on a passé la limite, mais à coup de bélier. Et donc, effectivement, voilà, un mec comme Crumb qui revient aujourd'hui, tu peux te poser la question de, comment dirais-je, comment lui va se réapproprier avec son humour corrosif, on va dire, un truc qui est déjà tellement absurde, tellement dingue, aujourd'hui, que ça peut être justement le regard du passé, dans une époque où en fait on pensait pouvoir se moquer des conservateurs, de la mentalité américaine, de comment fonctionne la société, en se disant mais regarde, t'as vu, c'est la merde et tout. Que là aujourd'hui, on est quand même à un autre niveau. Ça peut être marrant de poser un peu le regard des deux. Tu vois, c'est un peu ce que Tom King a raté avec Jenny Sparks, le regard du passé sur le présent. Moi, c'est un truc qui m'intéresserait. Tu vois, encore une fois, c'est comme Art Spiegelman. J'attends depuis 20 ans que le mec revienne pour faire un vrai roman graphique précisément sur le présent. Alors pas forcément juste sur le thème d'Israël et Palestine, parce que ça, je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Mais voilà, il y a des mecs comme ça que t'as envie de savoir exactement quelle serait leur position si justement ils avaient commencé leur carrière aujourd'hui, compte tenu de l'évolution qui a traversé la société américaine depuis. Et donc là, je pense qu'il y a tout à dire. Mais c'est comme, encore une fois, moi, si Alan Moore voulait revenir faire un Watchmen 2, ou enfin les gars, peu importe, n'importe quel équivalent de ce qu'il a fait par le passé dans le présent, je serais super intéressé, parce que enfin voilà, Crumb, quand même faut se dire que le mec toute sa vie, il a reçu des menaces de mort, il aurait probablement pu se faire incarcérer pour ses BD, alors qu'au final ses BD c'est quoi, c'est un chat qui va fumer du LSD, écouter du jazz et niquer à Chicago ou à San Francisco. Bon, voilà, moi je serais assez curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour les planches, graphiquement, je trouve vraiment que c'est assez impressionnant pour un mec de 80 piges. Hein. Bah ouais, clairement. C'est comme quand Barry Windsor Smith est revenu avec Monster, on s'est dit wow, mais t'as bien vieilli, Pépé. Ouais. Bah là c'est pareil, tu te dis, en fait, on dirait qu'il s'est passé 0 période de temps entre le moment où il a dessiné ça et l'époque où il était encore actif, quoi. Non, clairement le dessin est super soigné, et puis même dans les, bon, il y a que 2 planches de preview que vous pouvez regarder sur comicsblog.fr, mais je trouve ça marrant en fait. Et les quelques touches d'humour et tout, je trouve ça, quand il essaie d'expliquer c'est quoi la paranoïa, qui dit ouais, en fait c'est comme si vous aviez plein de points sur une feuille mais que vous savez pas comment les relier, que vous les reliez par vous-même, et en fait il a un dessin d'alien, de reptilien, c'est la seule chose que j'arrive à faire et tout, tu vois. Moi je sais pas, moi ça me fait marrer. Je pense qu'effectivement ça peut être intéressant d'avoir le regard d'un type qui a connu tellement de choses depuis sa jeunesse, et d'avoir sa perception de qu'est-ce qu'est devenu le monde aujourd'hui. Donc s'il est aussi lucide, peut-être même sur lui-même, d'ailleurs même sur ce qu'il a fait, qu'il est toujours resté bon au dessin, je pense que ça peut quand même être un ouvrage assez intéressant. Je crois que jusqu'à récemment, il me semblait qu'il avait peut-être dessiné un dessin après les attentats de Charlie Hebdo. Cette dernière fois, j'avais entendu parler de lui, entre guillemets. Okay. Mais sinon, auparavant encore,
pendant la présidence de Bush, il était encore assez critique de ce qui se passait et de l'utilisation de la religion en politique notamment. Donc, ça reste un mec qui est entre guillemets dans le bon camp, si on doit définir un bon camp, en tout cas qui est dans le camp plutôt il est pas dans le camp de l'obscurantisme. Ça, il y a pas de doute à avoir là-dessus. À voir. Moi, chez vous, je suis curieux. Et si ça vous intéresse de creuser cette bibliographie, on rappelle que Cornelius a très bien fait le travail. Il y a beaucoup d'œuvres de Crumb. Il y a même les complete covers, donc toutes les couvertures qu'il a fait, c'est tout. Vous avez tout ce qui a été fait sur Crumb quasiment chez Cornelius, actuellement disponible en France. C'est pour ça que, en fait, c'est vrai que je pense à Cornelius, ou à Outsider, parce que, on sait, c'est Outsider qui a piqué Daniel Clowes à Cornelius, justement. Oui. Il y a quelques années, mais donc voilà, à voir, quoi. Et vu que c'est pas 100% de Crumb chez Cornelius, mais. Non, je sais pas. J'ai pas le suivi exact dans ma tête à tout moment de la journée. Mais on va passer du côté, donc ça c'était les petites annonces un petit peu indé, comme dit, semaine, là, début de mois d'août, assez calme, mine de rien, on vous l'a dit, post-SDCC, on se repose un petit peu. Mine de rien, Marvel qui annonce la fin, entre guillemets, de l'ère 2099 avec 2099 The End de Steve Orlando. Ça arrive en fin d'année. Corentin, est-ce que ce sera vraiment la fin de 2099 ou le début de 3099? C'est une vraie question. Enfin, après, il faut toujours se méfier avec les The End chez Marvel. Je crois qu'on avait fait dans le précédent podcast un commentaire sur l'avenir hypothétique de l'univers Ultimate. Bon, l'univers 2099 n'a jamais été aussi populaire que les deux univers Ultimate. Il y a eu Spider-Man 2099 et les autres, grosso modo. Non, la série le Fatalis, Voilà, la série Doom a bien duré. D'ailleurs, elle a été rééditée en omnibus chez Panini récemment. Mais la série, déjà, Doom 2099, c'est difficilement canonique. Et c'est compliqué de vous en parler sans le spoiler. Mais on va dire que c'est difficilement canonique. 2099, le Spider-Man lui-même, il a pas eu de série vraiment longue, c'est-à-dire de plus de 6 numéros depuis un bail. Et on croyait que le film Spider-Verse allait un peu fournir une occasion à Marvel de retravailler cette mythologie-là. Mais là, si on regarde un peu récemment, c'est beaucoup des numéros spéciaux, c'est beaucoup des petits projets. Là, il y en a un avec le Doom 99, du coup, pour l'événement One World Under Doom. Auparavant, il y avait Symbiote Spider-Man 2099. Je suis désolé, il y a un peu de poussière. Ah ouais, t'es en train de mourir. Après, Arnaud déménage. Il y a peut-être pas tant de poussière que ça non plus, faut pas exagérer, mais. Il y a le pollen et la poussière. Ouais, c'est ça. Puis je suis allergique aux deux. T'as un combo. Il y avait Annihilation 2099 et il y avait aussi dans la série Spider-Man, tu te souviens c'était Nick Spencer, je sais plus, mais tu sais, il y avait un crossover avec 2099 à un moment donné. Oui, c'était dans le run de Nick Spencer, je crois. Effectivement, t'as raison. Oui. Donc voilà, grosso modo. C'était nul. Pardon. C'était trop nul. Je me rappelle. En fait, si tu veux, quasiment chaque année, il y a un petit projet avec cette continuité-là qui est ravivé pour les nostalgiques, parce que je pense que ça fonctionne un peu. Mais là, on en est à des points où on va assembler le symbiote Spider-Man et le 2099 pour faire une sorte de pot pourri. Donc, je pense qu'ils sont arrivés, en fait, au bout des idées qu'ils pouvaient développer à ce moment-là. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, pour remettre un petit coup de pied dans la fourmilière, on dit voilà, c'est fini, c'est terminé. Et après, on va dire en fait, ça revient. Et, tu vois, c'est toujours un peu le cycle des comics au sens large. Donc là, Steve Orlando et Ibrahim Robertson vont effectivement écrire une histoire dans laquelle le Dévoreur in Black, donc qui est en fait une fusion futuriste entre Galactus et Null. Non. Si. Mais c'est peut-être même juste Galactus qui a un symbiote, on sait pas. Oui. A priori, c'est comme ça que le disent. Ils disent que c'est Null et Galactus qui auraient fusionné. Alors, leur appartiendra de dire comment et pourquoi, parce que je vois pas trop le rapport entre les deux. Personnellement, Arnaud est mort de rire. Mais non, mais ça te surprend encore, ça, mec. Je sais pas, tu sais qu'ils ont ressuscité Gwen Stacy dans la série Gwenpool, là. Oui, c'est vrai. On est très loin au-delà du ridicule, là. Et c'est pas moi qui crache sur Marvel, c'est juste eux qui ont des idées de merde. Voilà. Arrangez-vous avec CBC Bulski. Donc là, voilà, c'est donc ce monde-là qui va être détruit par l'arrivée de ce personnage-là. Je crois que Mephisto aussi va être dans l'équation pour justement offrir une porte de sortie. Quelqu'un va devoir sacrifier son âme ou je ne sais plus quoi. Et si c'est ça, il y a un Battle World avec le Wolverine de Age of Apocalypse, Cyclops et Jean Grey de la période Claremont Byrne, la Scarlet Witch de House of M et quelques autres personnages qui vont tous faire une sorte de team-up. Alors pourquoi, comment, me demande pas, je sais pas, c'est Mephisto, il a fait comme ça et c'est réglé. Et ils vont tous se taper dessus sur un Battle World
Mais Et il à y a la fin- déjà une mini-série Battle World. Bah ouais, mais c'est une autre, enfin, c'est voilà. Et à la fin, donc, et dans cette histoire-là apparaîtra le Spider-Man, effectivement, 3099, qui a un design affreux. Attends, je vais regarder. Attends. Non, mais regarde, il est juste là. Doré avec des trucs bleus. On C'est dirait avec vraiment. un coup de. Enfin. Je sais qu'on utilise souvent cette image-là, mais on dirait vraiment un Power Rangers. Là, il y a vraiment pas Ouais, de mais doute sur le un sujet. Power Rangers moche, quoi. Et donc, tu vois, regarde, là, il y a il y a Miguel O'Hara, le Cyclope et Jean Grey de D'accord. la Ouais. période Claremont, le Wolverine de Ah oui, donc c'est Spider-Man, il a une sorte de griffe de Wolverine aussi. C'est la même, regarde, il a copié-collé le design. Donc, ce sera un Logan, on sait pas. Hein. Ouais. Mais du coup, encore un nouveau Spider-Man. Mephisto, le Devourer in Black, un Battle World. Je sais pas, mais personnellement, en fait, j'ai écrit cette news T'as vu les en rentrant de soirée. Les Lemmings, ils sont là. Et je trouvais ça déjà assez un peu ridicule de dire 2099 s'arrête, mais 3099 commence. Tu dis, mais dans ce cas-là, pourquoi pas Non, 10 c'est 099 C'est les lamentins, là. Les lamentins. Avec leurs boules. Mais là, ça pour le coup, pareil, tu vois, c'était rigolo quand South Park l'a fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est canonique. Vraiment. Ou ChatGPT, je sais pas, quelqu'un a dit, trouve-moi une idée nouvelle pour 2099, et GPT a répondu, hey, tu sais ce qui est plus cool que 2099? 3099, avec un Battle World et Mephisto in Black, ou je sais pas quoi. Donc, bon. Moi, Steve Orlando, j'avoue, je suis pas un très gros fan de son écriture. Là, le concept, il a vraiment l'air de sortir d'un chapeau. Ouais, pour être poli. Et on a effectivement, comme tu dis, déjà un Battle World, alors qu'il y a aucune raison de faire un Battle World actuellement. C'est même pas l'année du film Secret Wars en plus, donc c'est complètement con. J'ai pas encore commencé cette série, mais je compte bien la lire et cracher dessus dans un back issues éventuel. Battle Wars, ça arrive pas tout de suite. Hein, ça suffit, en fait. Là, vraiment, on arrive à court d'idées, alors que pour le coup, il y a encore une fois des bonnes séries chez Marvel. Ils ont pas besoin de, enfin, si, économiquement, je pense que, oui, ils ont besoin de cracher. Ils ont besoin de faire ce genre de gimmick pourri pour financer les bonnes séries. Mais ils financent même plus vraiment les bonnes séries parce qu'ils les annulent très très vite de toute façon. Donc, ou alors ils en font des mini-séries comme la prochaine news, quoi. Mais... Tu vois, là, le Spider-Man, il est sympa, le Spider-Man de Joe Kelly. Bon, il est sympa, il est pas incroyable, mais il est sympa. Et pourtant, ils font le numéro où il a les 6 bras dans l'événement Joff Revelation, tu vois. Donc, tu dis, bon, bref. Marvel fait le radioactif Spider-Man. Ça veut pas dire que DC est beaucoup mieux, ça veut juste dire que Marvel est pas incroyable. Très bien, mais justement, alors pour aller plutôt du côté du bon côté de la force avec Marvel, ils ont annoncé aussi, ça c'est vraiment plutôt cool, en tout cas sur le principe, je crois, Jimmy Palmiotti, donc il s'occupe déjà de faire une mini-série The Punisher en spin-off de The World to Come, donc le grand retour de Joe Quesada pour le grand retour aussi de Marvel Knights en tant que label, puisque il y aura un autre titre, Marvel Knights, donc The Punisher, avec Daredevil, qui s'appelle donc Daredevil Punisher The Devil's Trigger, donc Jimmy Palmiotti qui avec Bianco Tomasi, je crois. Oui, quelque chose comme Tommaso Bianchi plutôt. Non, Tommaso Bianchi plutôt. On inverse. Toi, c'est Tommasini Bianco, c'est toi. C'est ça, Tommasini Arnaud. Non, mais donc voilà, Jimmy Palmiotti qui est l'autre cofondateur du label Marvel Knights avec Joe Quesada, donc littéralement, ils se partagent la tâche. Jimmy Palmiotti, qui est quand même un très grand nom aussi. Harley Quinn, John X, Batwing. Évidemment, comme tu l'as dit, Daredevil, le premier volume dans Marvel Knights avec Quesada au dessin, puis David Mack ensuite, Painkiller Jane, tous les comics qu'il a fait avec sa femme Amanda Conner. Il a jamais fait de Punisher du coup? Je sais plus, je t'avoue, ça m'aura pas marqué. C'est pas un scénariste, enfin c'est un très bon scénariste, pardon, ce que j'ai dit est complètement idiot, mais c'est pas un scénariste que j'ai beaucoup suivi depuis qu'il a quitté DC. Auparavant, je sais pas s'il a fait du Punisher, très franchement, mais il a fait du Daredevil et c'était plutôt du bon Daredevil, donc il y a pas de raison de cracher dans la soupe. C'est un peu dommage qu'il ramène Marvel Knights avec Christopher Priest, mais pas les scénaristes qui étaient là à l'époque, notamment. Attends de voir, parce que moi, ce que ça me dit aussi, c'est que visiblement, c'est pas juste The World to Come le projet, c'est-à-dire qu'il y a visiblement une volonté plus prononcée. On verra avec les sollicitations de 2026 pour le coup, parce que ça va arriver en fin d'année. Mais de me dire, d'une part, Marvel Knights, visiblement, ils ont envie d'en faire réellement quelque chose. Pas comme tu te rappelles le coup dans l'eau qu'ils avaient fait avec Donny Cates là il y a 4-5 ans, qui était ridicule. Là, il y a peut-être vraiment une volonté de ramener ce label et peut-être d'arrêter avec les conneries Red Band à plus ou moins long terme. Ouais. Et surtout, le Punisher encore dans un comics. On a la nouvelle série Red Band qui démarre là en septembre. On a le spin-off justement de The World to Come cet automne, et puis le mois d'après, on aura donc le Daredevil Punisher The Devil's Trigger. Enfin, je sais pas, j'ai envie de voir le verre à moitié plein de ce côté-là. Mais je vois le verre à moitié plein. Je commentais juste le fait que
Ça fait 2 séries pour Palmiotti, alors qu'encore une fois, ici, ils ont ramené Christopher Priest, c'est quand même un vrai retour ambitieux. Priest, c'est un excellent scénariste de l'industrie, trop peu cité à mon sens par rapport justement aux grands mecs qui ont fait les années 90-2000 chez Marvel et pas que. J'aurais bien aimé qu'ils en profitent pour enterrer un peu l'âge de guerre avec Bendis, ou pas que, d'ailleurs, enfin, Bendis n'est pas forcément un spécialiste du Punisher, mais il y a d'autres grands scénaristes de l'époque, Rucka a fait beaucoup de Punisher, il pourrait très bien s'adapter à un polar dans le style-là, mais ça c'est pour le verre, enfin c'est pour le tiers vide du verre. Le tiers plein, effectivement, ça refait du Punisher, ça refait du Marvel Knights. Manifestement, il y a une envie de développer cette offre-là pour plusieurs mini-séries. En plus, Tommaso Bianchi, il est plutôt bon. Enfin, c'est probablement il doit être italien avec un nom pareil, mais il participe beaucoup de ce mouvement, tu sais, très coloré des comics un peu Power Rangers, dynamique. Si vous avez lu Thunderbolts Doomstrike, pour le coup, qui est un projet tout à fait sympathique, des tie-ins de One World Under Doom, qui du coup permet à Colin Kelly et Jackson Landing de finir leur run avec des guillemets sur les Thunderbolts. Franchement, très très cool comics, c'est bien dessiné. C'est après assez un choix assez rigolo de prendre lui pour faire du Punisher. Généralement Punisher, tu fais un truc plutôt carré et tout. Là, ils prennent un mec plutôt dynamique, plutôt coloré. C'est original. Ah, parce qu'il y aura Daredevil aussi en face, quoi. Et du coup, j'espère aussi qu'on aura après un Daredevil Marvel Knights et que là, on pourra peut-être sortir un peu, mettre les petits plats dans les grands, quoi. Il y a des scénaristes qu'on aimerait bien voir sur ce genre de projet. Tu parlais de Donny Cates. Moi, j'attends encore que le mec revienne. Il avait annoncé son retour pour cet été et il lui reste 3 semaines pour faire une annonce. Voilà. Tu vois, par exemple, ce serait bien de le voir effectivement reprendre sa vie là où elle j'arrive plus à parler. Là où elle en était. Mais d'une manière générale, voilà, ça fait des années qu'on dit il faudrait un Black Label chez Marvel. Visiblement, ils sont enfin d'accord avec nous. Et puis tu peux aussi voir d'ailleurs des initiatives comme le Daredevil Cold Day in Hell comme une sorte de première expérience de séries hors série avec une mentalité plus adulte pour poursuivre des runs qui mériteraient d'être poursuivis. Bon, pareil, un petit Garcenis, ça s'envisage, tu vois. Je sais que techniquement, il a la continuité max s'il veut faire du Frank Castle, mais il y a peut-être d'autres personnages qui l'intéresseraient dans un contexte plus libéré, comme quand il a fait la série Thor Vikings, qui était un projet absolument bizarre, où il y avait un nazi, mais le nazi était gentil. C'était trop chelou, ce comics-là. Mais donc, bref, ça reste, à mon sens, cool, même si d'autres scénaristes que Palmiotti, ou alors dans ce cas-là, on ramène Justin Gray avec lui, parce qu'ils étaient très bons ensemble, à l'époque. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Pourquoi ils travaillent plus du tout ensemble, ce mec-là? Je sais pas. All Star Western à l'époque des New 52. C'est génial, ça. C'était très bien, ouais. Urban Comics. Non, mais c'est invendable. Non. Urban Comics. Tente le coup, s'il te plaît. En paperback. Tu perdras un peu d'argent. En paperback, maybe. Pour la gloire. Mais c'est complètement inédit, donc pour le coup, à mon avis, c'est un peu compliqué. Mais justement, puisqu'on parlait de DC, c'est l'autre chouette nouvelle qui est tombée dans cette semaine du côté du Black Label. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... Enfin, il y a eu quelques annonces quand même récemment. Mais justement, le Black Label qui revient un petit peu, puisque on va avoir une mini-série Batman Green Arrow The Question. Ça, je pense que ça te parle. Entièrement écrite et illustrée par Gabriel Hardman, qui avait fait un très bon travail sur Invincible Republic avec je me rappelle plus de son Corinna Bechko. Corinna, voilà, je me rappelle plus de son prénom. Corinna Bechko, qui avait fait du Aliens aussi, des très chouettes. Green Lantern, The Swan aussi. Et le Green Lantern, The Swan, tout à fait. Et The Belfry, très bon comics d'horreur. Faut lire The Belfry chez Image Comics, c'est vachement bien. Ah, je ne l'ai pas lu celui-là. Du coup, tu m'intéresses. Mais donc, avec une mini-série qui reprend ces 3 personnages, je crois que c'est en 5 numéros, qui va s'intéresser à un mystérieux projet. Donc, le titre complet, c'est Batman Green Arrow The Question Arcadia. Arcadia, c'est visiblement un projet d'un gros truc de riche. Qui implique visiblement du trafic d'êtres humains et sur lequel en fait Bruce Wayne en fait finance le truc mais plus pour s'infiltrer là-dedans, tandis que Oliver Queen lui se rend compte que Queen Industries est aussi impliqué dans ce projet et The Question lui il est sur une enquête justement de trafic d'êtres humains et donc les 3 vont se retrouver en fait sur le même bateau entre guillemets à savoir qu'est-ce qui se passe avec Arcadia qui est donc une base située en Arctique au pôle Nord et forcément avec leur vision très particulière de ce qu'est la justice en tant que telle ils vont j'imagine d'abord un peu se taper dessus ou se dire tu me déranges dans mon enquête, laisse-moi faire, c'est ma façon qui prime et puis finalement
s'aider peut-être à faire quelque chose ensemble. Ouais. Mais l'auteur, les personnages et Black Label, j'ai envie de dire que c'est quand même là aussi on est du bon côté de la force. Surtout que Black Label, la dernière annonce qu'on a vue, c'était le retour de Camille Garcia sur Harley et Joker. Mais depuis, sinon, je crois que ça faisait 1 an en fait qu'il n'y avait pas eu d'annonce. Ouais. Ça faisait un petit bail. Parce que ils se sont autorisés à faire des mini-séries autonomes sans forcément les ranger dans le Black Label, donc ça a plus forcément de sens. Si, il y avait eu l'annonce de Superman The Kryptonite Spectrum aussi. Oui, c'est vrai, avec ce printemps. Maxwell Prince et Rich Tommaso. Ouais. Et ça arrive là tout bientôt en septembre de mémoire. Donc, ouais, ça va être bien. Ouais. Mais du coup, effectivement, c'est une belle équipe créative. C'est un seul bon équipe créative singulier qu'on aime bien. Personnellement, j'aime beaucoup ce que fait Gabriel Hartman. Pas forcément toujours au scénario. C'est vrai que Green Lantern Earth One était un peu décevant. C'était le format qui faisait que tu pouvais pas développer assez de choses non plus, je pense, en vrai. Mais là en plus c'est rigolo parce que le fait de prendre ces personnages là, c'est rigolo si on est fan de Frank Miller. Si vous avez lu Dark Knight Strikes Again, vous souvenez peut-être de 2 planches dans lesquelles The Question et Renaro ont un débat d'idées en fait sur comment devrait être administrée la société, et en fait Miller rend hommage à Alan Moore qui rendait hommage à Ditko en écrivant vraiment The Question comme Ditko écrivait Mr. A, c'est-à-dire le gros objectiviste qui pense que il y a l'autorité et il y a rien d'autre. Et il y a en fait le A égale A et la justice égale la justice et le crime égale le crime. Il n'y a pas de contexte, de circonstances atténuantes et compagnie. Et à l'inverse, Oliver Queen qui était un peu plus Frank Miller de l'époque, plutôt libertaire. En mode non, au contraire, le pauvre a toujours raison. Il y a toujours une excuse pour un crime qui est commis. C'est toujours le puissant, toujours la société qui déconne. C'est jamais le mec qui tient le flingue, etc. Et tu sentais que t'étais un peu Miller, que t'étais un peu tiraillé entre merde, je suis en train de devenir un faf à l'aune du 11 septembre et il faut quand même que je me rappelle d'où je viens et tout. Et Batman qui est un peu entre les deux, parce que Batman peut à la fois incarner un côté plus Robin des Bois, la justice des petits, face justement aux oligarques de Gotham City et de la mafia. Rappelez-vous, vous avez suffisamment mangé. You have eaten enough. You have eaten well, pardon. Ou à l'inverse, justement, le milliardaire qui descend dans la rue pour cogner des pauvres atteints de maladie mentale. Donc c'est un choix assez intéressant. Je me demande un peu pourquoi. Après, c'est aussi 3 héros de polar qui n'ont pas de pouvoir et qui participent du même écosystème. Moi, The Question, c'est l'un des personnages que j'aime le plus chez DC Comics. Je trouve que c'est vraiment, il a un potentiel énorme. Et je parle vraiment de la version Vic Sage et pas. Je suis désolé. J'aime beaucoup ce que Rucka en a fait. J'aime beaucoup. Comment s'appelle-t-elle déjà? René Montoya. René Montoya. Je trouve que c'est un super concept. Mais The Question, dans sa version fondamentale. Pour ce qu'il dit Ditko, pour sa parabole philosophique, pour son côté vraiment Avatar Alpha en fait. C'est parce que même toi t'es un peu autoritaire sur les bords, quoi, en fait. Non, bien sûr. J'adorais de mon gars, j'adore. Tu vois, je suis avec lui. Premier degré. Il bousille les pauvres. Mais par contre voilà, pour son côté maximaliste de la logique de la justice aveugle, enfin même sans visage, je trouve que c'est un super concept, un super design qui pour moi n'a rien à faire avec René Montoya et encore moins avec Batwoman, encore moins avec tous ces décorums là. Ça, pour moi, c'est un peu le côté Green Arrow, enfin, les séries Arrow, Flash et compagnie. Prenons des personnages que tout le monde aime bien et donnons-leur des super pouvoirs en piochant dans ce qui est disponible. Ça a donné de très bonnes histoires, mais l'origine fondamentale, pour moi, reste largement supérieure. Quand Neil Adams et Denny O'Neil, du coup, travaillaient sur la question, c'était un run qui était ultra badass. Et même le The Questions, Many Deaths of Vic Sage de Bill Sienkiewicz et Jeff Lemire, pour moi, reste un oubli grave. C'était Dennis Cowan qui dessinait, mais Bill Sienkiewicz qui ancrait. Ouais. Un oubli grave dans le Black Label en France, parce que je crois que ça n'a pas été édité. Non, ça n'a pas été édité. Ouais. Alors que pour le coup, c'est une BD qui, pareil, essayait d'alerter sur Black Lives Matter, sur l'historicratie des États-Unis. Enfin, c'est une BD qui est vraiment brillante, géniale, que je regrette de ne pas pouvoir posséder dans la bibliothèque avec une belle édition cartonnée fasciste. Mais du coup, ouais, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui revient trop peu souvent. Bon, là, il est pas tout seul, évidemment, mais bon, c'est Batman et Green Arrow, on les aime tous les deux. Et c'est Gabriel Hartman, il signe très bien. Voilà. Et puis c'est Fajardo, aux couleurs, et il est bon. Fajardo. Donc, on est content. T'avais lu, t'avais pas aimé, du coup, je pense, la version New 52 de Trinity of Sin de The Question. Non, mais on va pas en parler. Avec les pièces, là, qui devaient se racheter. Oui, c'est bon. Ouais. On va pas en parler de ça. Mais tu confonds pas avec le Phantom Stranger? Ah non, c'est le Phantom Stranger. Ouais, parce qu'il y avait la question dans Trinity of Sins, mais il y avait le Phantom Stranger qui était... Non, c'était le Phantom Stranger qui devait se racheter avec les pièces avec les 20 pièces d'argent qu'il a eu non, t'as raison, en vendant Jésus. Oui. Et avec Pandora. C'était très bien, cette série.
Des souvenirs. Merci, Geoff Jones. Là, les souvenirs. C'est bizarre. Très bien, Quentin, on en a terminé pour la partie comics. Alors, juste du côté des écrans, j'avais juste Après, à choisir entre Pandora et Perpetua, il y a match. Il y a match. ça joue, hein, clairement. Ouais, putain, les pauvres personnages. Non, mais chez DC, ils ont abandonné le cosmique depuis tellement longtemps. Enfin, c'est con parce qu'ils ont inventé tout ça, hein, mais à un moment donné, ils ont dit non, mais en fait. Perpetua, c'était. On n'a pas eu Jack Kirby et Jim Starlin pour finir le Si vous savez pas qui est Perpetua, vous allez pouvoir le redécouvrir avec la réédition en paperback de la Justice League de Scott Snyder. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Ça, c'est une question. Non, c'est à laquelle je vous réponds non. Non, clairement, vous avez pas envie. Putain. Allez lire les Thanos de Starlin. En plus, le design un peu à la Maléfice, quoi. Franchement, c'était éclaté. On peut en parler, je t'ai dit. Oui, ça, on en parle. Non, mais allez, Corentin. Donc, du côté des écrans, juste pour dire, il y a un nouveau jeu service qui est en développement chez Warner Bros. Games Montréal. Ce qui me faisait juste marrer, puisque sur la gestion de marque DC Comics, c'est assez curieux de voir Warner Bros. Galérer comme ça. Tout le monde ne leur demande que de faire une seule chose, c'est un nouveau Batman Arkham est mieux que Arkham Knight. Non, après, il y a d'autres choses qu'on peut leur demander. Green Arrow, Arkham, ce serait cool aussi. Tu vois. Oui, non, c'est sûr, mais voilà, mais en gros, des jeux, de nouvelles idées. Hein, des jeux solo, aventure, action, pas forcément monde ouvert, mais voilà, des jeux solo. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est des jeux services, des trucs multi, des trucs, en fait, surtout où ils demandent à un studio de faire quelque chose, puis après, en milieu de chemin, ils leur disent, en fait, vous allez faire complètement l'inverse, et donc ça donne des catastrophes, puisqu'on a eu Gotham Knights qui était horriblement nul. Mais il y a eu surtout le scandale, maintenant on peut le dire avec le recul, Suicide Squad Kills the Justice League, quand que ça vient des studios Rocksteady et que ça vient justement des gens qui ont fait la trilogie Arkham, tu te dis mais comment ils ont pu leur demander de faire un tel truc qui s'est fini dans le boudin pas possible, puisque c'est un jeu service. Donc les jeux services, c'est-à-dire que tu pars sur une boucle de gameplay que tu peux en fait faire durer sur du très long terme avec des contenus additionnels dans le jeu que tu proposes techniquement gratuitement, ou avec l'offre d'un season pass qui te permet sûrement d'avoir plus d'options que ceux qui auront juste accès au contenu gratuit. Et donc il y a eu, je crois que l'idée c'était que en plus empaqueté dans un jeu d'arène multi, vraiment à la Fortnite, à la PUBG, toutes ces. Après, le truc, c'est que, ouais, mais le truc, tu vois, c'est que par exemple, tu demandes pas à ces mecs-là de faire ça? Non, mais bien entendu. Mais je veux dire, c'est pas forcément dans, en fait, si c'est toujours sur des modalités avec une forme d'arène où tu vas aller soit jouer en compétitif ou en coop. Là, c'était plus de la coop, puisque j'allais dire, le nouveau Elden Ring, techniquement, c'est aussi une sorte un peu de jeu service. Littéralement. Sauf que là, tu te laisses faire parce que t'es un sbire. Et parce que c'est bien, surtout. Non, parce que c'est bien. Non, c'est faux. Non, il est bien. Mais tu joues pas à Elden Ring pour ça au départ. On est d'accord. Ouais, mais ils ont réussi à transformer et à adapter le gameplay et l'univers d'Elden Ring pour en faire un truc qui passe très très bien. Donc s'ils arrêtaient les jeux solo éternellement pour faire que ça. Ah non, ça non, voilà, d'accord, merci. Ils le proposent en plus. Parce que là, ils ont fait ça. Gotham Knight, c'était aussi un jeu multi, qui était axé multi. Alors que pour le coup, c'est complètement con. Les mecs, tu peux te dire, on a perdu Rocksteady, ils veulent faire autre chose. Mais dans ce cas-là, on a quand même Warner Bros. Games qui ont fait Arkham Origins, qui était un très bon jeu. Tout à fait. Ils auraient pu juste leur dire, mais crachez-nous ce jeu-là, ad vitam aeternam, faites-nous 3-4 spin-off, machin et tout. Et au lieu de ça, ils ont commandé 2 fois le même produit, entre guillemets. Alors, c'était quand même plus solitaire, il y avait quand même une vraie histoire et tout. Mais je comprends pas comment ils ont plumé le truc. Ouais. Enfin. Ouais, c'est vraiment une absence de vision. Alors donc en plus en l'occurrence ils ont. Parce que c'est chez Marvel. Ils ont ils ont annulé le projet de jeu solo Wonder Woman, ce qui fait très mal. Ils ferment des studios puisque l'industrie du jeu vidéo ne va pas bien du tout. Et pourtant donc c'est par une offre de recrutement en fait qu'on apprend qu'à visiblement chez Warner Bros Games Montréal, donc ceux qui ont fait les Gotham Knights, ils retentent l'expérience du jeu service. Alors j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent d'avoir un concurrent à la Marvel Rivals, parce que pour le coup Marvel a bien fait les choses. Avec NetEase, Marvel Rivals, ça cartonne de ouf. C'est vraiment du jeu de shoot coopératif en 3x3 avec un style très manga, animation. C'est aussi beaucoup le design qui fait que ça. Oui, le design et le fait qu'il y a Jeff. Ouais. Enfin, oui, pas que. Il y a aussi un problème. Enfin, je pense qu'on pourrait faire un podcast sur ce jeu en invitant Fabrice Fadiga, qui a beaucoup de commentaires à faire sur le design féminin des personnages. Ah, mais parce que c'est fanservice de ouf. Ah oui. Alors, si tu vas voir les pages Reddit sur ce jeu, tu verras que c'est très fanservice. Oui, en même temps. C'est waifu the game. Hein, oui, mais parce que, après, il y a. très bien compris leur public, pour le coup. Oui, mais parce que tu es un wokiste, Corentin, mais que. Non, mais je joue pas, moi. J'ai pas d'avis particulier. J'ai vu qu'ils avaient. Non, mais moi, ça m'a fait marrer. Leur personnage sur une vraie meuf, ce qui est déjà un peu bizarre. Mais, surtout, c'est les réactions du public, moi, qui m'atterrent quand tu vois ce truc-là. C'est vraiment, t'as des gens qui disent, ils ont tout compris. Voilà, c'est pas comme ces woke américains qui ont dégonflé le cul de la meuf dans Mass Effect.
tu dis waouh. Mais je pense qu'il y a un vrai truc culturel là-dessus. Parce que tu remarques que c'est un aparté total, mais sur les jeux vidéo qui sont sortis récemment à destination du public occidental et qui effectivement visiblement n'en ont rien à foutre du fan service comme ça et de sexualiser leurs personnages, t'avais eu merde, maintenant du coup je vais pas l'avoir. Ah, le truc coréen qui est sorti l'an dernier et qui était bien en plus en termes de gameplay, mais où effectivement le délire, elle peut se battre en bikini avec un sabre géant et du coup tu découpes des monstres géants en bikini avec un sabre. Bon, effectivement, c'est quand même très masculinisme centré, on va dire, tu vois. Après là, ils viennent de sortir, c'est une équipe de Chinois aussi qui viennent de sortir Wuchang Fallen Feathers, qui est un Souls-like vraiment hyper bien. Pour le coup, vraiment, qui est ultra carré. Je vous le recommande très, très sincèrement. Je l'ai pas encore fini, mais vraiment, c'est très, 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 très bonne sensation de gameplay. Mais pareil, t'as des costumes. Oui, bon, elle est en culotte, quoi. Vraiment, tu vois, et tu dis, et même dans la description, vu que c'est un Souls-like, ils font une description de l'objet, donc, qui est le bas, qui est juste une culotte, ils disent, oui, effectivement, ça ne protège en rien dans les combats. Donc, ils sont limite presque conscients du truc un peu ridicule, tu vois. Et en même temps, tu dis, et après, le truc, c'est que, en fait, tu t'en branles parce que l'important, c'est le gameplay aussi, c'est de jouer. Et puis, le truc de Power Fantasy, tu sais, God of War, t'étais un mec ultra musclé en pagne, quoi, tu vois, et t'es techniquement, t'es le mec ultra musclé en pagne qui baise les déesses de la Grèce antique, alors qu'après, si tu joues une nana en bikini, c'est vraiment juste pour ton plaisir masturbatoire. Enfin, tu vois. Je sais que là, à la limite, ce jeu-là, ok, il a un bon gameplay, mais moi, je peux te citer aussi des tonnes de jeux mobiles où vraiment la meuf. Oui, mais alors, oui, si mais tu veux, si elle tourne de 10 degrés sur elle-même, t'as toute la gélatine qui se met à bouger, hein. Et oui. c'est que des jeux chinois, des jeux coréens. Le Japon, paradoxalement, ce que j'allais dire est très bizarre, mais est presque plus calme que ces cultures-là. C'est quand tu vois, là, tu vois, moi, j'ai découvert enfin Persona 5 The Royal, ou pareil, hein, c'est, bon. Fan service, comme tu dis, t'as une héroïne qui se bat littéralement en bikini de Catwoman, enfin, pardon, oui, mais rappelle-toi de Quiet dans MG5. Mais Quiet, elle a l'effet polémique de fou, justement. Ouais, c'est sûr. Mais non, après, mais c'est un autre débat, on va pas rentrer. Oui, parce que, non, mais je parlais juste du principe qu'en fait, on peut aussi juste parler c'est de la power fantasy et qu'en fait, on a tous envie d'être Conan d'un côté ou Red Sonja de l'autre et à commencer peut-être à s'en battre un peu les couilles, en fait. Je sais pas si on a tous envie d'être Conan et Red Sonja. Non, mais je veux dire que moi, je sais que. Moi, justement, par un personnage, je préfère être Joker que Conan, tu vois. Enfin, Kratos. Tu vois, moi, le mec avec un petit masque, le petit imperméable, avec un grappin, une épée, ça me parle plus que. Non, mais disons, oui, c'est sûr, mais c'est des en fait, J'adore God of War, hein. Vraiment, j'adore God of War. J'ai fait tous les God of War, même sur PSP et compagnie. J'adore ces jeux, y a pas de souci. En revanche, tu peux pas comparer ça au côté, homme obèse de 45 ans, voilà une petite nénette probablement mineure en bikini qui a gigoté ses nichons pendant tout ton jeu pour ton plaisir débile. C'est pas exactement le même, tu vois. C'est dur le cliché quand même là. Homme obèse de 45 ans. On parle des Arkham, je suis désolé, c'est une réalité. C'était Stellar Blade. Et vote Trump en plus. C'était Stellar Blade. Ça, on met tout le cliché jusqu'au bout. Le jeu coréen. Et il a un flag à la ceinture, voilà. Bref, et des lunettes et une petite barbichette ridicule. Et ce que je voulais dire, si tu prends le cliché jusqu'au bout, tu te souviens de cette vidéo ultra rigolote qui avait été détournée où en fait t'avais un mec qui avait pris le modèle 3D de Batman. Oui, qui marchait comme Talia al Ghul et Catwoman, bien sûr. Voilà, et justement, tu voyais, t'avais des meufs sur TikTok qui ont pris les poses de personnages féminins de jeux de combat. Tu sais, qui sont toujours par rapport aux poses masculins qui sont juste des scènes de combat normales en fait. Oui, c'est la fameuse la pose cul-sein. En fait, où tu dois te faire une torsion à 85 degrés de ta colonne vertébrale pour qu'on puisse voir ton cul et tes seins de face, quoi. Presque. C'est fort. Ouais, mais bon, bref, Warner Bros Games fait des jeux à service. Des jeux à service alors que... la parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Ouais, non, c'est ça, c'est juste parce que, en fait, pourquoi vous avez, je veux dire, même Multiversus, qui était plutôt sympathique, le Smash Bros Game, le Smash Bros Like, a finalement fermé, c'est con parce qu'il avait vraiment des bonnes idées de limite plus moderne que Smash Bros sur certaines mécaniques de gameplay. Suicide Squad, donc, c'est une catastrophe, Gotham Knights non plus, donc, arrêtez de vouloir faire des trucs multi et concentrez-vous sur des putains de jeux solo. Je trouve ça incroyable. Surtout quand tu parles de la bibliographie de DC Comics où c'est de l'historique, enfin, c'est de l'histoire, c'est du narratif, la BD, c'est pas compliqué. T'as la Gotham by Gaslight en monde ouvert, les gens, ils y vont. Tu parlais des Souls, mais regarde, celui qui est un peu steampunk, qui est un peu victorien. Tu m'aides pas du tout. Merde, mais le jeu From Software. Ah, Bloodborne, voilà. C'est pas steampunk du tout, c'est, oui. Non, pas steampunk, mais il y a eu une mode du victorien à un moment donné avec The Order, avec celui-là, avec l'autre jeu. Franchement, les gens, ils réagissent bien sur d'esthétique. Tu fais un Batman victorien avec des éléments de Lovecraft et avec Jacques l'Éventreur et compagnie. Tu fais un pot pourri de The Doom That Came to Gotham
et des Gotham by Gaslight en monde ouvert, Batman les gens Vampire, ils y vont, et Batman Vampire, les gens ils y vont. Il y a combien d'histoires que tu peux utiliser comme ça? C'est super facile, franchement. Ouais, mais c'est trop bizarre de voir à quel point ils veulent pas. Après, c'est parce que ce serait j'imagine que c'est des jeux qui coûteraient moins cher à faire. Si tu veux faire un Marvel Rivals, en fait, like à la DC, ça coûterait peut-être moins cher à développer que de refaire un AAA Batman ou n'importe quel autre personnage en solo. Oui, et tout puis ça, c'est mais... aussi parce qu'ils savent que l'économie du DLC, c'est ça qui tient encore Ouais. toute l'industrie pour des raisons qui moi m'échappent encore un petit peu, mais bref. Après, je suis fan de jeux de combat, donc je peux rien dire sur les DLC, mais les jeux à service, c'est ça, tu vois. Parce que c'est pas que des jeux d'arène à la con, hein. Moi, quand j'ai acheté le Far Cry qui se passe à Cuba, enfin le beau pourri de Cuba et de l'Argentine et de la Colombie, avant, dans Far Cry, tu voulais des capacités, tu débloquais avec des XP là sur de ton front. Et là, grosso modo, en fait, tu vas juste... Ça, c'est Ubisoft aussi. Voilà, tu vas juste pouvoir payer pour débloquer des capacités, parce qu'en fait, elles sont incarnées par des items maintenant. C'est plus tes pouvoirs que tu débloques avec un arbre de compétences. Ouais. C'est que des items, si tu les veux tous, ils sont sur la map, qui fait 18 milliards de kilomètres, et Ouais. tu les chopes en random, planqués dans quelque coin du monde. Ou alors, si t'as la flemme, tu dis, bon, vas-y, je vais prendre le gilet. Ouais, bah après ça... Par balle et en payant. Après, si tu veux... ça me choque moins dans le sens où il y a quand même toujours l'option de le récupérer par le jeu en fait. Oui, oui. Et que de toutes les expériences de jeu que j'ai fait en fait, j'ai jamais le seul truc pour lequel j'ai payé c'est un jeu mobile, mais c'est un jeu mobile à la façon Guitar Hero en fait, ou un jeu de rythme en fait, et tu payes juste pour avoir plus Pour de des chansons morceaux, c'est pas pareil, débloquées. quoi. Mais voilà. J'ai payé pour des personnages de jeux de baston qui étaient développés dans la Oui, foulée. cela dit, moi j'avais douillé dans Injustice, je crois, j'avais pris les personnages secondaires. Bah, ça. Smash Bros, moi j'ai pas pris tous les personnages, mais je les ai pris pour soutenir le jeu, parce Ouais. que ça me faisait kiffer. Mais voilà, mais bon, c'est... Sauf Steve de Minecraft, parce que je déteste cette licence. Ouais, j'avoue. Et j'irai jamais voir ce film de merde, qui fait partie des meilleurs. Qui est le films meilleur, de- ouais, qui est le plus gros film. Avec Lilo et Stitch. Ouais. C'est triste. 955 millions. C'est triste. Et après, on nous parle de qualité pour les films de super-héros. C'est pour ça que les gens n'y vont plus. Les gars. Soyons un peu sérieux quand même. C'est clair. Allez, bah justement, puisqu'on parle de cinéma, figure-toi que Blade. Mais juste, attends, pourquoi pas un nouvel Injustice? Là, il y a Marvel Token. Ah, mais Netherrealm, il y a ils le jeu avaient. Invincible. En plus, il me semble que Ed Boon avait teasé le fait que. Bah ouais. Ça a ouais. marché, Injustice. Ça a Ouais, fonctionné. Injustice, ouais. En comics et en jeux vidéo, tu refais un jeu de baston. Là, si Marvel revient avec Arc System Works, pourquoi DC a pas eu la bonne idée Ouais, de se surtout dire, que. Non. il y a des Japonais qui savent faire, allons leur commander un jeu. Je trouve ça quand même dingue que Marvel soit plus intelligent que DC de ce point de vue-là. Ouais, c'est vrai que surtout que Marvel Token Fighting Souls, là, ça a l'air très bien. Et moi, je n'aime pas les jeux de baston, parce que je suis nul. Mais j'ai vu la présentation, j'ai fait, waouh, ça a l'air riche de ouf, en fait. Mais ce genre de jeu de baston, même un nul comme toi peut s'amuser parce que C'est gentil. c'est normal. C'est ultra automatisé, en fait, les jeux Axis c'est fait pour être fun. T'as l'impression de faire un truc stylé en appuyant sur tous les boutons. T'es en mode, ah, putain, t'as vu, j'ai fait ci et ça. En fait, t'as rien fait, mais c'est Parce que moi, j'ai toujours adoré, tu vois, Mortal Kombat, parce que j'adore l'univers débile et la violence, tu vois. Mais je suis nul, je suis incapable d'y jouer, quoi. Je sais pas faire les combos, je sais pas faire les trucs. Non, et parce ça. que c'est pas non plus des jeux extraordinaires, je Mortal Kombat. Ah, tu commences pas de nouveau avec tes trucs. Non, mais c'est vrai. Déjà, la dernière fois avec le catch, t'es des D'accord, méchants. t'as raison, Donc, excuse-moi. voilà. Mais j'aime bien Mortal Kombat, au second degré. Voilà. Donc, je disais, Il y a des vrais scénarios, pour le coup. du côté du cinéma, Blade et Deadpool 4 ne sont pas des priorités chez Marvel Studios. Alors, autant Blade, on peut s'y attendre parce que, effectivement, ça fait 6 ans qu'il est en development, donc voilà. Moi, je pense qu'on peut même tirer le trait là-dessus. Mais par contre, Deadpool 4, c'est curieux parce que, avec le milliard qu'a fait Deadpool et Wolverine, tu te dirais, il y aurait quand même des choses à faire. Après, tu dis, il me semble que Reynolds développait un autre projet avec Deadpool. Oui, donc, mais dans lequel Deadpool ne serait pas le héros. Donc je pense que c'est en ça que c'est pas une priorité. Évidemment, ils ont quand même l'objectif de rentabiliser l'énorme succès de Deadpool et Wolverine, surtout cette année, parce que si tu regardes en comparaison, il est pas impossible que Deadpool et Wolverine tout seul aura mieux fonctionné que les 3 films de Marvel Studios cette année. Pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, en cumul, ils sont à grosso modo 1,2 milliard. Deadpool et Wolverine étaient à 1,4, si je ne dis pas de bêtises, Arnaud. Ouais. Donc, pour l'instant, effectivement, ils vont devoir forcément, à la fin de l'année, faire les bilans. Bob Iger va dire, bon, bah, les gars, c'est la merde, là. Hein. Qui est-ce qui a gagné de l'argent récemment? Ryan Reynolds, bah, il fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est ce qui va arriver, en fait, parce que, à mon avis, ils ont confiance dans le potentiel de Spider-Man 4. Secret bah oui, Wars vu comment ils ont fait le tournage dans les rues, ouvertes au public, ils en ont profité déjà pour se faire de la com à moindre coût et en vrai j'imagine que pour les gens qui étaient sur place c'était super cool de voir. Il y a quand même, quand tu vois la vidéo où il passe sur le camion avec l'explosion derrière et tout ça, il se balance vraiment sur des câbles et tout ça, donc là il y aura pas que de la voltige en CGI, quoi, il y aura aussi des vraies scènes de trucs.
Alors, en vrai, ça fait plaisir, vraiment. Et je pense que les gens qui étaient sur place, ils ont dû grave kiffer de voir Tom Holland et sa doublure faire des scènes comme ça sous leurs yeux. Donc, ouais, effectivement, ouais. Tu sens quand même au moins le que. dernier avait fait 1,9 milliard, donc c'est quand même pas rien du tout. Non, il a dépassé les 2, rappelle-toi. 2 millions, c'est énorme. 2 milliards. 2 millions, oui, j'avais fait cette erreur. Je m'avais fait rigoler. 2 millions, c'est. J'ai retrouvé dans le podcast, j'ai cherché une info dans un podcast, et en fait, dans un podcast front page qu'on avait fait, je disais, tu vois, un Spider-Man 4, il a fait 3, il a fait 2 millions. C'est énorme. Et un autre qui fait 2 milliards. Bref. Donc, du coup, voilà, je pense qu'ils savent que celui-là, ils vont pouvoir le sauver. En revanche, si Deadpool et Wolverine servent d'argument au fait que la nostalgie vend, ils peuvent être peut-être un peu plus confiants pour Secret Wars et Doomsday. Ouais. Néanmoins, là, effectivement, Captain America 4, en allant en vacances, d'ailleurs, devant moi, dans une des places du train, un monsieur regardait le film sur son téléphone, notamment la scène du début, tu sais, où il va arrêter Sidewinder et ses hommes, et tu sais, en fait, les ailes, il fait bouclier avec ses ailes. Ouais. Elles sont j'avais oublié comment ce film était laid. Le problème, c'est que ces films-là vieillissent très très vite, en fait. Dès qu'ils passent sur un petit écran, dès que tu les vois plus au cinéma, en fait, c'est odieux. Vraiment, j'étais choqué de comment l'effet des ailes était reproduit. Dans le même temps, à côté, j'ai pu enfin voir le film avec les dinosaures, enfin Jurassic World Renaissance, là, dans lequel il y a Mahershala Ali. Et ça m'a fait bizarre, je me suis dit que j'avais pas vu depuis un petit moment, en fait, ce gars. Donc Blade, on s'en doute bien, quoi. Je veux dire, ils ont vendu les costumes qu'ils avaient achetés à Sinners, pour Sinners, ouais. Pour effectivement le film Sinners, qui est quelque part un peu un film Blade sans Blade. C'est ça qui est toujours un peu rigolo. Il aurait d'ailleurs probablement pu faire une suite avec, j'imagine qu'il y aura un Sinners 2 d'ailleurs, parce qu'il a quand même bien fonctionné. Pourquoi une suite? Pourquoi une suite à Joker? Voilà, point. Je t'arrête là tout de suite. Imparable. Je n'ai rien pu faire. C'était l'argument d'autorité. Exactement. C'est un hippon. Mais donc oui, voilà, on verra bien, mais grosso modo, Blade, moi je n'y crois plus du tout. Je pense qu'ils ont toujours dans un coin de la tête l'envie de le faire. Mais quand ils disent déjà, quand les séries Marvel sont pas rentables sur Disney+, et qu'ils disent on va réduire la voilure parce que ça ne prend plus, et on perd de l'argent, et que là, on le voit bien, je pense qu'Ironheart, je serais très étonné très curieux d'avoir les chiffres. Tu l'as regardé? Il est rigolo. Je serais curieux d'avoir les chiffres, mais je pense qu'elle a dû stoller méchamment. Wonder Woman, ils ont l'air d'y croire un peu plus. Mais parce qu'elle est peut-être, pareil, je pense qu'elle peut profiter de l'effet Fantastic Four dans le sens qu'elle se regardera sans avoir aucun prérequis. Ouais, mais Fantastic Four, il fera pas beaucoup plus que 500 millions, tu vois. Mais ce qui est bien, ce qui est toujours mieux que Thunderbolts et Captain America, donc dans une année où t'as que 4 films, enfin même 3 films américains qui sont au-dessus des 600 millions, oui, il y a des nouveaux standards aussi, hein. Clairement, il faut arrêter de croire que maintenant. C'est là que justement, un film Blade à 100 millions avec un rated R, c'était une bonne idée pour s'adapter aux modalités du présent. Il faut qu'ils arrêtent de faire des films à 200 millions. Moins de 100 millions, bref. Oui. Il faut qu'ils arrêtent de faire des films à 200 millions pour justement dire plus d'argent égale plus de rentabilité. Nope. Là, de fait, chez Disney, ils ont pas de film Star Wars là dans le viseur. Il y a le film de Dave Filoni, mais je sais même pas où ça en est. Lilo et Stitch, ça va être leur seule vraie grosse performance de l'année. C'est pas beaucoup quand même, quoi. Alors qu'en face, justement, Disney, ils avaient 3 films à milliards dans l'année, quoi. Là, c'est plus. C'est la première fois depuis le premier Iron Man, je crois, enfin que DC passe devant Marvel au cinéma sur les box-office. Et qu'il y aura pas de film de super-héros dans le top 3. C'est l'une des premières fois. Ouais. Deadpool et Wolverine l'année dernière. Ouais. Avant ça, il y avait Spider-Man, Avengers Endgame, Aquaman, machin bidule. Là, ça commence à être une réalité, la super-héros fatigue. C'est-à-dire que c'est ce que disait l'Étoile Zéroïque. C'est la blockbuster fatigue, je sais pas. Il y a un. C'est pas que les super-héros. Les dinosaures, quoi. Ils s'en sortent bien, alors que c'est quand même le 4e film d'une franchise vérolée, quoi. Enfin, je veux dire, si on parle de qualité. Après, techniquement. Jurassic World, c'est de la merde. Après, faut bien faire gaffe aussi. Vu que c'est des films américains, de faire aussi la distinction entre le box-office mondial et américain, parce que Superman, par exemple, est devant Jurassic World aux États-Unis. Oui, mais c'est précisément aux États-Unis, par contre. Précisément aux États-Unis. Oui, non, mais c'est une donnée qui est hyper importante pour les studios américains, en l'occurrence, tu vois. Et le fait est que la Chine s'en bat les steaks. Ah oui, elle n'a plus rien à foutre. Mais complètement. Ouais. Justement, je crois que le premier film au box-office, c'est un film d'animation chinois. Oui. Genha 2. 2, ouais. Et pour le coup, là, il a fait 1,5. Mais qui a l'air très chouette, hein. Mais parce que les Chinois, ils ont fait des films d'animation qui, visuellement, sont déments aussi, hein. Ouais. Et celui-là a l'air particulièrement ouf. Ça commence à être une économie autonome, mais. Ouais. Et puis bon, après, je vais pas non plus commencer à jouer la mélodie de l'effondrement de l'Occident, mais bon. En Occident, on est en train quand même un peu de perdre dans le pouvoir d'achat, enfin, tout ce que vous voulez.
En Chine, c'est l'inverse, et il y a déjà des contre-pouvoirs qui existent. Le cinéma bollywoodien, il est autonome, il n'en a rien à foutre que les Français, et les Espagnols, et les Allemands, et les Américains, les plus grands des États-Unis aillent voir leurs films. Ils ont pas besoin de ça. Leurs films, ils sont rentables tout seuls. Les Chinois, ils sont en train de faire ça aussi. De fait, le cinéma japonais a jamais besoin spécialement d'être particulièrement exporté pour fonctionner, en tout cas en vase clos. Aujourd'hui, il est pas dit qu'effectivement tous ces marchés-là qui avant étaient acquis à la cause de Hollywood soient encore là demain. Et de fait, ils sont en train de partir. 4,5 millions au box-office pour Superman, c'est grotesque, c'est ridicule. En Chine, ouais. C'est à se rendre compte quand même que Aquaman 1, il a fait plus de 200 millions, quasiment 300 millions en Chine. Venom 1, c'était pareil. La courbe justement qui est menée vers le milliard ne peut pas se passer du public chinois, en tout cas pas actuellement. Donc moi, ce que je dis justement, c'est ces performances-là. Je sais pas de quoi on parlait à la base pour en arriver sur ce micro-débat de merde. Mais donc oui, voilà. De Blade et Wolverine qui sont pas Blade, c'est là que c'est idiot en fait de s'en passer, parce que justement ils ont besoin d'expérience pour fragiliser leur modèle, parce que jusqu'à preuve du contraire, Spider-Man 4, il va coûter de l'argent. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars vont coûter très cher. Après, cela, je pense qu'ils parient sur le fait que les Chinois seront au rendez-vous. Je sais pas si d'ailleurs Deadpool et Wolverine, le score chinois avait été si important que ça ou pas. C'est une vraie question. Je crois qu'ils avaient fait des posters chinois pour le coup. Ouais, mais ça veut pas. Une blague sur les posters chinois. Non. T'allais rigoler là. Bah j'allais dire oui, ils ont fait des. Ils ont fait des posters quoi, genre ok. Non mais ça. Moi je te vois, c'est est-ce que ça rapportait de la thune? Ah je sais pas, mais ils ont fait des posters. Ça veut dire que c'est le département locaux font tabasser. C'est pareil, c'est un peu les Chinois qui ont sauvé Venom 3 de l'effondrement, parce que sinon en Occident ils se pétaient un peu la gueule quand même. Mais c'est à cause des Chinois qu'on a eu et le Covid et une trilogie Venom quelque part. C'est ça. Est-ce que la pollution sur Terre et lequel est le plus grave? Non, la pollution, ça va. On est bien et aussi. Hong Kong et Taïwan. On est bien. Très bien. On est bien au niveau de la pollution grâce aux Chinois, t'es sûr? Non, je veux dire. On est quand même pas mal un peu. Non, mais il y en a d'autres quoi. Oui. Tu peux pas. Les États-Unis. Oui, voilà, par exemple. Voilà. Il faut tuer les deux. Après, la France aussi, ça pollue. Et la Russie aussi. Il faut tuer tout. On pollue tous, concrètement. Mais qui pollue le plus? Bonne question. Les États-Unis. C'est les États-Unis? Par habitant, ouais. Ah oui, par habitant, oui, c'est vrai. C'est aussi les Qataris, les mecs des pays du Proche-Orient, il y a moyen que ça pollue pas mal aussi. Oui, bah en même temps, quand tu fais des... ouais. Alors la Chine, c'était 60 millions seulement pour Deadpool et Wolverine, c'est-à-dire que techniquement, il fait le milliard sans l'aide de la Chine, en fait, tu vois. Donc c'est ça qui doit être visé aussi, tu vois, en fait, c'est de réussir à faire le milliard sans l'aide de ce public-là, forcément. Quoi. Un monde nouveau qui s'ouvre à nous. Corentin, donc pour aller sur la suite, justement, on parlait du Spider-Man, donc qui ne sera visiblement pas non plus un Spider-Man à petite échelle avec que des vilains de Spider-Man dedans, puisqu'on savait qu'il y aurait le Punisher de John Bernthal dedans, mais surtout, et aussi Mark Ruffalo, qui viendra donner du Hulk, mais aussi Michael Mando, qui sera donc, qui est le Scorpion, alors qu'il n'était pas du tout en costume dans, c'était quoi, dans No Homecoming. No Homecoming, voilà. Non, juste Homecoming, pas No Homecoming. No Homecoming. No Way Homecoming. No Far Homecoming. No Way Far From Homecoming. C'est ça. Non, mais Michael Mando, qu'on n'avait pas revu depuis longtemps, et qui reviendra donc pour cette fois-ci incarner, j'imagine, un vrai Scorpion en full costume et tout ça. Mais donc Hulk, par contre, présent. Enfin, pourquoi? Parce que là, du coup, en termes de théorie crafting plus ou moins débile, là, ça y va. Avec le Punisher et Hulk, les gars, ils sont en roue libre totale. On va faire le Spider Hulk de Nick Spencer. C'est le gros Boulzor. Oh non. Tu sais pas de ça? C'était rigolo. Non, je crois que celui-là, je m'en souviens pas. C'est pas grave. Oui, c'est mieux. Non, mais c'est, je sais pas, Mark Ruffalo, après, c'est le bon gars, il le fout un peu partout, il va prendre un petit chèque. Bah, il peut pas avoir de film solo à lui, donc forcément, il faut essayer de le caser à droite à gauche. Puis il était dans She-Hulk aussi. Ouais. Parce qu'il a, en l'occurrence, c'était cohérent. Ouais. Et petit caméo à la fin d'Iron Man 3 où il fait la thérapie de Tony. Dans Secret, j'allais dire putain merde. Il était à la fin de Shang-Chi. Dans Endgame où c'est devenu le Hulk normal et après ils disent en fait qu'il peut redevenir Banner s'il veut. Il était à la fin de Shang-Chi? Ouais, tu sais, avec la scène, tu sais, où on... Ah oui, avec les anneaux, on a jamais eu la réponse, ouais. Le meeting des hologrammes. Il faut faire une liste des post-génériques qui n'ont mené à rien pour l'instant, 4, parce que il y en a quand même une ou deux. Mais non, je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est côté scientifique, mais ils sont censés tous avoir oublié que Spider-Man existe. Enfin, que Peter Parker est Spider-Man, plutôt. Bon, je vois pas trop la logique. Moi, j'étais bien sur un film avec Punisher et Scorpion. Parce que, c'est urbain, quoi. Tu vois, c'est street level, c'est... Après, peut-être que c'est juste un caméo, enfin, un rôle de très petite envergure. Ouais, et c'est juste que, voilà, forcément, c'est quand même un grand nom du MCU, donc Il était dans Thor 3 aussi. Il était dans Thor 3. Bah oui, Ragnarok, c'était Planet Scar, enfin Planet Earth. Oui, mais Ragnarok, c'était pré-Endgame et tout ça. Non, mais je veux dire que Ruffalo, c'est l'un des mecs qui a fait le plus de caméos
Bah, un film en dehors de sa franchise, oui, parce qu'il a pas de franchise. Il ne peut Mais, pas. ouais. Bah, après, voilà, moi, qui ramène Michael Mando, Vass, de Far Cry, quand même. Do you know the definition of insanity? C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un super acteur bilingue qui parle français et anglais parfaitement. Ah oui? Mais il est francophone de naissance, c'est un Canadien, je crois. Ah, d'accord. Et il y a des interviews en français de lui. C'est lui qui fait Vass en français et en anglais. Ah, bah, trop bien, bah oui, bien sûr. Et puis aussi, Better Call Saul, enfin, tout ce qu'on connaît, Breaking Bad, super acteur, qui ont un peu, entre guillemets, c'est un peu comme, tu sais, quand ils ont ramené le leader dans Captain America 4, tu vois. Oui. On avait tous oublié que ce personnage-là existait, mais bon, merde, c'est vrai qu'il existait quand même, on a arrivé avec lui, c'est dommage. On avait un bon acteur pour le jouer, ramenons-le. Effectivement, le Scorpion, c'est pas un vilain qui peut tenir un film. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit le grand vilain. Oui, non, bien sûr que non. Ou alors s'ils font vraiment genre un duel psychologique, ce qui était un peu annoncé à la fin du premier d'ailleurs, entre Scorpion qui réalise qui est Peter Parker, parce que tu sais, il y avait à la fin quand il croisait... il a oublié aussi, là. Ah oui, c'est vrai que t'es pas con, toi. T'as un doctorat, toi. Ah, j'ai un doctorat. Ouais. Parce que tu sais, à la fin, il croisait le vautour en prison. Oui, il se disait... Et il disait, c'est qui est le petit, j'ai niqué sa race. Mais du coup, effectivement, si tout le monde a oublié, ça a pas trop de sens. Surtout que le vautour, il est parti avec Morbius, donc... Ça me fait penser. Oui, ça, c'est pas un truc qu'on n'aura jamais la réponse non plus. À quoi il pensait? Est-ce qu'on en veut la réponse, hein? Mais tu te souviens de ce compte qui avait dit, ce compte ou ce commentaire, je sais plus, qui avait dit, ouais, c'est trop bien, parce que jusqu'ici, Peter Parker, il y a toujours un mentor dans tous les films, alors que là, c'est lui qui va devenir un peu le mentor de John Bernthal. Je veux dire, il faut pas tuer les gens. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est clairement Mark Ruffalo, ça va être le nouveau mentor, quoi. Ça va être le nouveau tonton. Ah, tu crois que il y a eu Tony Stark, Happy Hogan. Mais on peut pas là, juste, en fait, on peut pas juste avoir Peter Parker. Il y a eu Doctor Strange, et là, il y a Hulk. Tu vois, il y a toujours, en fait, une figure un peu paternelle dans ces films-là. Ouais, mais c'est bon, il est adulte, quoi. Qui est là pour lui apprendre à chaque fois la même chose, c'est-à-dire un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Et mec, au bout de 4 films, c'est ça que ça veut dire. Ah, je suis con, j'ai pas compris. Moi, je voulais juste niquer Zendaya, tisser de toile, avec manger une pizza sur les toits de New York. Pourquoi je suis Thomas VDB? Non, mais je veux dire qu'il va nous faire une stan à la fin, quoi. Je crois que j'ai appris une chose aujourd'hui. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, t'as raison, Kenny. Mais donc, bref, donc du coup, voilà. Bon, c'est un film que j'attends pas plus que ça, j'avoue, parce que je commence à être un peu lassé de cette trilogie. J'attends beaucoup plus, évidemment, Spider-Verse, comme tout le monde, parce que je suis un homme de goût. Mais aussi, peut-être, pourquoi pas, un film Spider-Punk, parce que ce serait intéressant de... Figure-toi, boum, que cette transition est tout à fait bien décisive. Elle est très bien trouvé, parce que justement un film d'animation Spider-Punk est en développement, alors dans les early stages de développement, mais avec Daniel Kaluuya notamment, Kaluuya, qui donnait sa voix à Hobie Brown dans le film d'animation Across the Spider-Verse et qui le reprendra pour Beyond the Spider-Verse. Visiblement, ils sont en train de travailler à faire un spin-off sur Spider-Punk. C'est ouf quand même. Je trouve ça cool. En tant que tel, en plus j'imagine que tous les efforts mis développés pour la trilogie mère, c'est des choses en moins à faire pour avoir le moteur graphique et tout ça pour le personnage. Hobie Brown, c'était vraiment une idée graphique exceptionnelle pour le coup. Ouais. C'est où justement ils ont appliqué la logique punk avec les patchs, avec les trucs. Non, mais visuellement ça peut être taré, quoi. Tout son modèle bougeait à des vitesses différentes, avec des couleurs différentes et des inserts différents. Le mec, l'animateur, il t'expliquait, c'était Spider-Punk, donc on voulait faire un truc un peu quepon et tout, on s'est un peu buté quand même. Ouais. Donc refaire tout un film comme ça, c'est... Je pense que toute une partie des mecs qui ont fait un burn-out travaillaient sur Spider-Punk. Ouais, c'est pour ça que le film prend tellement de temps pour la suite, hein. Clairement, c'est pour ménager les gens, mais ouais, c'est ça, c'est que ça peut être complètement taré, quoi. Puis moi, encore une fois, rappelle-toi quand le premier est sorti, ils avaient dit on aimerait bien faire un truc sur Spider-Noir, une série sur les Spider-Women. Ouais, sur il y avait un film Spider-Woman qui devait... et ils ont jamais développé vraiment ces concepts-là. Non. Ce qui est vraiment dommage parce que, comme tu dis, les moteurs graphiques, ils ont été créés. Alors, malheureusement, pour ce genre de film, c'est pas comme What If, il suffit pas d'avoir un moteur graphique. Ça demande quand même beaucoup de travail de faire le moindre truc Spider-Man, Spider-Verse. Néanmoins, avec une économie de moyens, en n'étant pas trop con et effectivement, en prenant les bonnes idées, le bon personnel et la bonne direction, tu peux carrément créer un monde de spin-off entier autour de cette franchise-là. Moi, justement, j'espère un peu que c'est ce qui est arrivé avec Spider-Gwen, puisque les comics ont un peu abandonné le concept. Enfin, ici, Marvel te dira non, on a continué à faire des séries
régulièrement. C'est juste Ghost qu'ils étaient tous, Spider, ouais. toutes inintéressantes et secondaires par rapport au premier projet. Et il se trouve que sur le premier projet, il y en a un qui a été accusé d'être un forceur. Donc on pourra plus jamais le rembaucher, c'est un peu dommage. Parce que vrai que la première série, enfin les 2 premières séries Spider-Gwen, c'était quand même les meilleures. Mais néanmoins, voilà, Spider-Punk, bon personnage, meilleur personnage de cinéma qu'en comics, hein, si on arrête de se mentir. Spider-Punk, il a brillé pendant un numéro de Jed McKay, et après tout le reste, c'est une contre-performance. Ouais, les mini-séries de Crazy Glass sont vraiment pas ouf. Bah, elles sont bien dessinées parce qu'ils ont pris le bon dessinateur pour ça. Néanmoins, effectivement, le scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt et ça va à l'encontre, du principe même de Spider-Punk. Donc voilà. Et puis là, par exemple, c'était rigolo. Je me souviens quand on avait fait le podcast où j'avais dit il a la gueule de Jean-Michel Basquiat. Et effectivement, quand on fait des recherches sur Twitter, on réalise qu'un mec avait retrouvé une toile de Basquiat où il y avait la gueule de Spider-Man et où quelqu'un avait tag Lord Miller en disant hey, mettez-le en caméo dans Spider-Verse, et que Lord Miller avait favé le tweet. Et que du coup, tu te dis, c'est pour ça qu'il a exactement la coupe de cheveux de Basquiat au Bart Brown, alors que normalement, il a juste une afro, enfin, normal, quoi. Donc, super projet, pareil, Daniel Kaluuya, bon producteur, très proche de Jordan Peele. On se rappelle quand même que le monsieur a commencé dans la série Skins au Royaume-Uni. Et bon acteur. Très bon aussi, acteur. Il était dans chouette. Nope, l'un des meilleurs films des années 2020. Comme, vous voyez, si vous avez pas aimé Get Out ou Us, peu importe, on s'en bat les steaks, allez voir Nope. C'est de la balle stellaire, cosmique et intégrale. Et c'est pas vraiment un film d'horreur. Honnêtement, c'est plus. Il y a quelques passages bien flippants quand même. Oui, hein, mais c'est pas la mantra du film n'est pas de te faire peur. Il parle d'un truc qui n'est pas. C'est de l'étrange. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, je serais assez intéressé pour voir ce projet. Et honnêtement, j'ai l'impression que Sony Pictures, maintenant qu'ils ont plus l'obsession malsaine de faire des films de merde. Attends. Spider Noir a l'air de se présenter pas trop mal, et Spider-Verse 3, j'y vais à fond. Franchement, peut-être que Amy Pascal a arrêté de prendre du LSD et est revenu sur Terre avec nous, et qu'Avi Arad est enfin dans un lit alité avec une intraveineuse en attendant. Avec son petit-fils qui lui apporte des. Et il dit des films de merde, s'il vous plaît. Et son petit-fils qui dit non, papy, c'est terminé. Il faut laisser la place au cinéma. Maintenant. Faut arrêter. Allez, range tes jouets. Vas-y, je prends le coussin et. Et le Galactus, il devient le dévoreur in black. Ah, Chester, t'es venu me voir à l'hôpital, c'est sympa. C'est ça. Allez, on termine cette partie écran avec une nouvelle curieuse, mais plutôt intéressante aussi. Zach Cregger, qui est le cinéaste du moment, celui qui monte encore, qui a affirmé qu'il avait un script d'écrit et prêt à soumettre à DC Studios d'un projet qui s'appelle Henchman, et qui suivrait simplement le devenir d'un homme de main de Gotham City, qui deviendrait célèbre après avoir réussi à incapaciter, alors d'une façon ou d'une autre, Batman. Et donc, il deviendrait l'homme de main le plus célèbre de Gotham City. Un projet dans lequel, techniquement, Batman pourrait faire une apparition, dans lequel il y aurait aussi Joker et Harley Quinn. Forcément un projet duquel en fait James Gunn et Peter Safran sont au courant, le studio est au courant, ils sont au courant aussi de l'intérêt que Cregger a à leur soumettre, sachant qu'il a d'autres projets de films à faire avant, puisque d'abord il s'occupe d'un reboot de Resident Evil. Il est super chaud en ce moment, le gars. Et après il a un film de SF à faire. Et tu as levé les yeux au ciel. Il a un Quand t'as dit le reboot de Resident Evil. Non, mais parce que pour le coup ça peut être très bien en fait, parce que c'est vrai que c'est une franchise qui est martyrisée au cinoche depuis le début en fait. Et le dernier reboot en date, c'était de la merde. Mais vu ce que lui fait et vu qu'il écrit ses propres films à chaque fois, en fait, ça peut vraiment être le premier bon film Resident Evil auquel on aurait droit, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc je vais me permettre de douter un peu de cette possibilité. Ah, t'as vu ce qu'il a fait, Cregger, déjà ou pas? Non, c'est pas lui, c'est juste Resident Evil. Non, mais j'aime bien les jeux, mais scénaristiquement, je vois aucune base confortable. Si, Code Veronica, c'est le seul qui est bien écrit dans toute la saga. Le reste, scénaristiquement, c'est pas terrible. Oui, après, c'est notre take du jour. C'est des zombies, quoi. C'est des trucs de, voilà. Et Silent Hill, c'est des zombies aussi. C'est très bien écrit. Silent Hill, c'est un peu plus que des zombies, quand même. Ouais. Ça va quand même vachement plus loin. Il y a quand même d'autres couches de lecture. Quelques zombies qui... Non, mais déjà, c'est pas des zombies, c'est des manifestations de tes traumas. Donc, ta psyché. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que,
C'est super intéressant parce que Zach Rager, qui c'est, donc c'est un gars qui avait fait des trucs humoristiques et puis qui d'un coup s'est lancé vraiment à l'écriture, à la réalisation de ses propres films. Il a percé il y a 2-3 ans avec Barbarian, qui était ici disponible que sur Disney+. Je sais pas s'il était sorti au cinéma là-bas, mais qui est un film d'horreur hyper malin, très bien écrit, avec un joli twist. Et là, il a signé chez Warner. Enfin, New Line Warner avec Weapons, qui s'appelle Évanoui en France, qui vient de sortir au cinéma, que je vous recommande chaudement. Pareil, film d'horreur très efficace, avec une intrigue sur 17 gamins d'une petite ville qui disparaissent le même soir à la même heure, enfin de la même nuit, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est un film qui t'emmène avec des segments qui suivent les points de vue de chaque personnage pour commencer à déliter chacun des mystères. Pour un final ultra cathartique et jouissif, enfin voilà, avec des vrais moments de frousse, c'est très inventif en termes de mise en scène, c'est très généreux aussi, enfin voilà, c'est le mec qui est en train de percer vraiment, parce qu'il a fait 2 très bons films de genre, et il prouve vraiment que décidément là ces dernières années, c'est vraiment dans l'horreur en fait qu'on voit qu'il y a des gars et des meufs qui sont les plus originaux et créatifs, comme Ty West. Ty West par exemple, mais je pense à Coralie Farja avec The Substance l'an dernier. Ouais. Cette année, on mange très très bien. Il y a comment il s'appelle? Merde, Hereditary. Ari Aster. Comment il s'appelle l'autre aussi? Yorgos Lanthimos, c'est pas de l'horreur, remarque, tu me diras. Ah, ça dépend. Il y a des trucs qui sont un peu horrifiques. Mais après, lui, ça fait déjà quelques années qu'il est là-dedans. Mais moi, cette année, je faisais le bilan, mais il y a eu vraiment plein de très bonnes surprises. Il y a The Ugly Stepsister, qui est par une réalisatrice danoise, je crois, qui est une relecture de Cendrillon, mais du point de vue de la belle-sœur, du coup, et avec un angle très body horror. Donc, si vous avez kiffé The Substance, je vous le recommande aussi. C'était vraiment hyper bien. Là, Dangerous Animals avec Jay Courtney, c'était cool. Enfin, vraiment, il y a plein de chouettes films qui sortent dans ce registre-là. Et donc, le fait de voir Krager qui Dangerous Animals, c'est cool. Ouais. C'est cool parce que c'est le gore ou parce que c'est bien? C'est pas gore, non, c'est pas plus gore que ça, mais c'est un vraie bonne proposition de film de requin, mais avec un angle un peu différent et tout. Et Jay Courtney qui est vraiment très bon dans son rôle de redneck australien, quoi, pour le coup. Ça, c'est lui au quotidien. Non, mais il le fait vraiment trop bien, quoi. Et la nana. C'est fou, on a trouvé un bon film de Jay Courtney, tu te rends compte. Et la nana en face, elle est trop forte aussi, quoi. Vraiment en mode Final Girl et tout. Non, j'ai vraiment bien aimé. Mais ce que je veux dire, c'est que de la même façon que Mike Flanagan, qui est aussi une de ces personnes qui s'est révélée dans l'horreur ces dernières années, a fait un film Clayface parce qu'en fait il avait écrit un script et qu'il l'a proposé, que James Gunn et tout ils ont fait ok, let's go, on peut y aller. Je me dis, est-ce que le projet Henchman de Krager, ça pourrait pas aussi devenir un de ces projets pas prévus mais qui va se faire alors d'ici Flanagan, ça fait un petit moment quand même. Oui, non mais Flanagan, oui, mais effectivement ça fait un petit moment, mais genre il a réalisé son premier film, c'était dans les années 2010. Oui, mais je veux dire, c'est à partir de The Haunting of Hill House, Bly Manor et tous ces trucs qu'il a vraiment commencé. Il est pas, moi je l'aime pas du tout, Dr. Sleep. Oui, mais c'est un peu là que tout le monde sait. Ah, celui de Shining, machin. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je serais vraiment curieux de voir ce projet-là, surtout que ça rappelle, effectivement, et c'est un de nos lecteurs qui nous l'a dit, et je lui fais un big up, que ça lui rappelait un épisode de Batman Task qui s'appelle, je crois, The Man Who Killed Batman, où c'est vraiment ça, c'était ouais, bien sûr. L'homme de main qui raconte l'histoire en disant, j'ai réussi à tuer Batman, alors que, évidemment, que c'est un gros mytho. Mais voilà, donc il y a plein de choses à faire, même Joker, techniquement, de Brian Azzarello Libermero, qui était raconté par un de ces hommes de main et qui suivait le Joker à sa sortie de l'asile d'Arkham. Donc voilà, je trouve que le concept est cool et t'as pas besoin d'avoir forcément des gros vilains et t'as pas besoin même d'avoir Batman dedans en vrai. Donc tu peux le faire sans caster. Je pense que tu peux tu peux un peu modifier le script pour limite te débarrasser de Joker, Harley Quinn et de Batman parce que c'est des très gros personnages et que pour l'instant il y a pas eu de casting pour ça, et tant que The Batman Part 2 et voire Part 3 n'est pas fini, en fait je suis pas sûr que James Gunn il ait vraiment beaucoup envie de faire des doublons. Donc tu fais let's go, tu fais sur un homme de main d'un mafieux qui devient célèbre parce qu'il effectivement l'a réussi à. Alors tu serais obligé d'avoir un Batman, mais que t'es pas obligé d'avoir en casting, en fait c'est juste un costume, tu vois, quelqu'un dans un costume sans que tu vois son visage, et tu peux dérouler un film concept, petit budget, machin, une sorte de satire sociétale, film de crime. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt à installer ça dans la mythologie de Matt Reeves? Non, je pense pas, parce que moi j'ai l'impression que ce serait un peu comédie noire quand même dans le truc, tu vois. Alors je sais pas, pour moi le Matt Reeves c'est un peu le sérieux verse quand même, tu vois, je vois pas un truc un peu plus second degré prendre place dedans. Ouais, mais il y a déjà l'arborescence avec Pingouin et tout. Moi je verrais bien un truc de plateforme pour ça, parce que je me dis au cinéma, de plateforme, toi oui, remarque, oui. Dans l'idée, moi, cette liberté absolue qui pourrait s'octroyer, pourquoi pas. En plus, s'ils font ça à petit budget,
C'est plus que j'ai l'impression quand même que Warner Bros et James Gunn aussi travaillent vachement quand même sur l'ancien modèle de les licences. Tu vois, Swamp Thing, nous, ça nous parle parce que petit budget, film d'horreur, mais ça reste une marque qui est connue. Là, on parle vraiment d'un protagoniste qui ne serait personne. Tu vois, qu'il y aurait pas un nom de personnage que tu pourrais associer, comme Sergeant Rock, comme Swamp Thing, comme. Mais c'est ça qui intéresse, c'est ça qui rend tout le projet intéressant, quoi. Oui, mais du coup, c'est peut-être un risque que les actionnaires eux-mêmes seraient peut-être pas prêts à courir. Bah, risque non, parce que je pense que par rapport à ça, le risque c'est que le budget sera petit. C'est un film à petit budget, clairement, que tu fais là. Donc, tu fais il y a tout à gagner. Tu fais évoluer ça en anthologie HBO, façon White Lotus, et tu fais genre, tu demandes à ce mec-là de cracher l'équivalent de 5-6 épisodes d'idées cool comme ça dans ce style. Tu vois, pour fabriquer la marque d'essai, Ouais. Parce que je te dis, moi, c'est plus, historiquement, ça n'existe pas, tu vois. Enfin, il n'y a pas un univers de super-héros partagé un univers de super-héros où on peut lancer un film sur un inconnu, sans l'appui d'une marque, sans l'appui d'une licence. Ouais, mais c'est tout. Justement, si ça ne s'est jamais fait, c'est peut-être parce que. Oui. Bah, c'est comme Arkham Asylum Living Hell, tu vois, en comics où le White Shark, c'était personne avant d'exister en BD. Moi, je serais chaud. Ça dépend du budget. Et puis James Gunn, c'est bien le genre, parce que c'est aussi un mec qui vient de l'horreur, et puis du cinéma de genre en général. Ce serait bien le genre à valider un truc comme ça. C'est juste comment l'intercaler. Ouais. Parce que tu sais, ils ont quand même cette envie de lancer que 2 films par an en images réelles. Oui. Et puis, peut-être un film d'animation, mais bon, un truc en horreur en animation, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, à voir. Mais je suis, pour le coup, j'ai pas encore vu, moi, ces films. Bah, regarde Barbarian, c'est sur Disney+, Easy, et Weapons Bass au cinéma. Je t'invite à les regarder les deux. Comme ça, tu sauras. Bah, si tu m'invites, je viens. Moi, j'ai déjà vu. Mais je sais, j'y vais. Tu m'invites, j'y vais. Ah, d'accord, pas littéralement. Je suis Arnaud premier degré, aujourd'hui. Par contre, tu me dois toujours un falafel parce que. Oui, bon, alors ça. J'ai gagné le pari Docteur Doom. Non, alors ça, non. Il enlève littéralement son masque. C'était le pari. Non, c'était pas ça le pari, c'était qu'on voit son visage. Mais non, le pari, c'est il va enlever son masque, moi, j'ai dit. Non. Mais non, il va le garder pendant tout le film. Bah, déjà, s'il l'enlève, c'était pas dans le film en question. De deux. Et moi, le pari, c'est qu'on voit son visage. Oui. Si on voit le visage de Robert Downey Jr., tu auras ce falafel. Et clairement, les chances sont 200 contre 1 pour toi, donc tu vas l'avoir. Ça me rend triste. Tu pourrais même doubler la mise. Je pense 2 falafels. Non, là, je suis pas fou. Je suis pas fou. Non, je ne suis pas fou. Mais c'est la fin de ce podcast, très cher Corentin. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire parler, à partager, la bonne parole de First Print autour de vous, à parler du podcast, notamment si vous nous écoutez sur la plage et que c'était bien plaisant à suivre, et bien vous tournez votre voisin de plage là qui est sûrement en train de faire autre chose et vous lui dites franchement j'en ai écouté un podcast, il est trop cool. Voilà, et vous lui donnez le QR code pour partager First Print et puis voilà. Moi j'ai écouté le podcast Fantastic Four en faisant les courses de vacances à Bayonne. Et tu l'as aimé ce podcast? C'était bien agréable. C'était agréable. Très bien. Très bien. Plus que Ironheart. Pourquoi? Non, mais je rigole, j'ai pas écouté Ironheart. Ah, c'est pour ça. Très bien. En tout cas, voilà, vous pouvez aussi nous soutenir sur notre Tipeee, puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Il y a 2 Back Issues qui vont arriver tout bientôt, justement, pour vous occuper pendant l'été, en attendant d'autres reprises d'émissions d'ici la seconde quinzaine d'août, puisque là, c'est quand même la période très creuse. Donc, on est sur des émissions low profile, on va dire, parce que voilà, faut aussi qu'on se repose un petit peu de notre côté, mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même toujours 2 à 3 émissions par semaine à écouter. Ça ne change pas. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!